Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Comment ça va? Ça va-tu bien? Ça va comme un mois de juin, ça va comme un gars qui Ouais, est toujours en vacances. c'est vrai, hein? Puis je relaxe, je fais pas Ben, grand-chose. c'est ça les vacances, hein? Pour relaxer. Vraies C'est vacances ça qui cette est le année, fun. des vrais. Ouais. Ben ouais, c'est le fun. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut recharger les batteries qu'ils disent. Oui, puis moi, ben, c'est des grosses batteries, hein, fait que ça prend plus de Toi, temps. c'est des clips A. Puis là, je parle pas de Vikingo. Ben... Ah. Fait que là, on est là pourquoi ici? Ah ben oui, on enregistre un podcast. ouais, un gros podcast cette semaine. Notre deuxième de deux rétro reviews de King of the Ring au mois de juin. Puis c'est hot en plus parce que à la base, il l'avait pas annoncé, là, le billet qu'il y avait un King and Queen of the Ring Tournament, mais c'est le fun, tant mieux. Alors, je suis content que ça tombe bien avec les deux. Là. On est souvent en clutch en même temps. Il y a une autre affaire qu'on va faire bientôt qu'ils ont annoncé qu'on fait qui est proche aussi. Ouais. Là, fait que... Ça, c'est plus le contraire. C'est plus nous autres qui Ouais. se fait que. Parce que ouais. Bon, Mais pas quand grave. même, on voulait le faire éventuellement, cette affaire-là, de toute façon, parce que c'est quand même quelque chose d'important qui est arrivé juste une fois jusqu'à présent. Là. Deuxième fois bientôt, mais en tout cas, plus de détails bientôt au podcast, on va vous dire ça la semaine prochaine sûrement. Fait que restez des nôtres. Ouais. Exact. Fait que ben là, la semaine passée, on va commencer parce que qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, évidemment, c'était le King of the Ring 1998, le premier rétro review de deux King of the Ring, comme pas mal à chaque année, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de King of the Ring. Ouais. Ben, s'il y en a pas chaque année, ils vont être corrects. Là. Ouais. C'est quoi le pire là-dedans? C'est qu'à part, ben là, on a fait de 98, on fait 2001, mais l'année prochaine, il va rester 2 pay-per-view King of the Ring à couvrir. On va avoir tout fait les King of the Ring, parce qu'il n'a pas eu tant que ça. Là. Que, quand même. est-ce que tu te souviens quel King of the Ring qui nous manque à faire? Ouais, je pense que je sais c'est quel. Donc, 95 avec Mabel, c'est ça? Oui. Puis l'autre qui manque, c'est quoi? Ouais, il y en a un autre, hein, c'est ça? Ouais. On l'a fait, celle-là on l'a fait, celle-là aussi. Non, celle-là aussi. Attends un peu. 2000. 2000? Non, 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 non. C'est Ouais. 90 qui nous reste. 90? Ouais. Non, pas 1990, mais les années 90. Le King of the Ring qui nous ben manque. c'est 97, non? Ouais, avec Triple H et King of the Ring. Ouais, ok, c'est ça qui me j'étais pas sûr si on l'avait fait avec Triple H, mais c'était mon premier choix. Ouais. Ça. Fait il manque ces deux-là à faire après celui de 2001, de cette année qu'on fait 98 aussi. Fait que quand même le fun. On va pouvoir voir bientôt la chronologie King of the Ring. Et ceux qu'il y en a d'autres, comme il y en a un à Raw avec CM Punk contre Regal en finale. Il y a les Queen Tournament, les tournois qu'on a vus récemment. Avec Nia Jax a gagné puis Cody Rhodes. Qui a gagné Cody Rhodes n'a pas gagné King of the Ring. Ah, c'était Gunther qui avait gagné, c'est vrai, contre Orton en finale. C'est vrai. Ouais. Puis, il y a une couple d'autres aussi, là, évidemment, là, avec King Booker qui a gagné, celui sur le network avec Wade Barrett. Il y en a une couple d'autres, mais les pay-per-view, il va en manquer deux après celui de 2001 qu'on fait aujourd'hui. Et si jamais vous n'avez pas écouté à travers la table la semaine passée, allez voir, c'était un spécial avant GPW slash Poppy qu'on était en fin de semaine, qu'on vient de passer, qu'on vient de finir. Toujours très le fun. Sûrement des surprises à venir, vous allez voir. Et évidemment, Jim Cornette, ça va être la biographie du mois de juin, donc qui va être un des deux podcasts qui nous reste au mois de juin jusqu'à présent. Ouais. Qui va être la semaine prochaine. Ah oui? Ben oui, parce que l'autre, on n'a pas annoncé encore. C'est vrai, t'as raison. Mm-hmm. T'es plus sûr. Oui. Fait que c'est ça. King of the Ring 2001. Oui, puis là, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, habituellement, les rétro reviews, c'est moi qui. C'est toi qui se charge un peu du descriptif du show, du play-by-play, un peu, si on veut. Celui-là, c'est moi qui le fais. Donc, vu que c'est moi qui le fais, évidemment, vu que je suis un grand fan de Dans la vraie vie, il n'y en a pas cette semaine. Fait que, on va enchaîner tout de suite sur le show. Direct en partant, mon chum, on n'a pas besoin de faire de niaisage de deux personnes qui aiment dans la vraie vie. Il n'y en a pas cette semaine.
Garanti qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Attends une minute, j'ai un message texte à quelqu'un. Quoi, t'as le General Manager? Ouais. Ça dit, s'il pense qu'il n'y a pas dans la vraie vie, il se trompe en... Puis là, il y a un couple de sacrage, fait que voilà. Eh bien oui! Oh! Dans la vraie vie, le segment. J'avais donné ma couche que la culture populaire en gros l'événement qu'on court aujourd'hui, qui est Kindering 2001. Je m'excite que je prends mes mots. Fait que comme d'habitude, es-tu prêt à me dire son numéro 1 en Amérique du Nord? Tanné, ça. C'est en juin 2001, c'est ça? Oui. T'es perspicace, toi. Juin 2001, ça doit être une chanteuse, ça. Solo. Non, c'est des chanteuses. Non, tu vas pas me dire encore ces deux fatigantes-là. Là. C'est pas Brandy et Monica, là, en 2001, pas 98. Là. C'est un duo ou c'est un trio? Je pense que c'est un trio. Non? C'est un quatuor. Ah, ok, je sais c'est quoi. Ok, c'est un peu... Laisse-moi juste me replacer. C'est When I'm Grown Up des Pussycat Dolls. Ben, je vais donner un autre indice parce que c'est un quatuor, mais c'est pas un groupe. Là. C'est un quatuor, c'est 4 personnes. C'est genre une collab. Je sais c'est quoi un quatuor. Là, mais... Oui, mais dans le sens que c'est pas un groupe, c'est pas Pussycat Dolls, c'est pas Disney. Une collab. Comment tu veux que je devine une collab en 2001? Je sais pas. Mais c'est quelque chose de quand même gros, là. C'est une chanson de... Ok, je vais donner un autre indice, ok? Vas-y. C'est une chanson thème d'un film. Ben oui. Pas un indice. Comédie musicale. Ah, ok. Ah, oui, je sais c'est quoi. Lady Marmalade. Et voilà, c'est ça la bonne réponse. C'était Pink, Maya. Attends. Lady Pink, Maya. C'est quoi les deux autres? Fuck, j'ai oublié les deux noms. Je sais pas les deux autres. Lil Kim? Lil Kim, puis il en manque une. Christina Aguilera. Ah oui, ben oui, pourquoi je me souviens pas des autres? Voyons. Ouais. C'est bon en plus. Ça. Ah ouais, c'est une bonne chanson. Ah. Vidéoclip, t'as bon aussi. Chanson numéro 1 au Québec. Ben quoi, c'est vrai, une bonne production. 2001 au Québec, ça c'est un homme. C'est un groupe. Pas une collab? Non, c'est un vrai groupe. Un groupe d'hommes? Ouais. Sont plus que... Ah, ok, ouais. Je vais dire Embarque ma belle de Cain. Non. C'est l'argent fait le bonheur des Respectables. J'ai une anecdote, moi, avec le chanteur des Respectables. Je l'ai croisé au Long and McQuaid à Laval pendant que j'allais chercher du stock audio, puis lui avec. OK. Ben, c'est ça, il est bien fin. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Ouais, c'était juste ça. Film numéro 1 au box-office. C'est... Comment je pourrais dire ça? Ouais. Un des acteurs principaux, il y a un autre lutteur, un peu. C'est quoi le genre de film? Ben, un film... je peux pas dire un film de telle affaire, ça va devenir tout de suite, là. Pas vrai? Un film d'action, là, je dirais. Action avec beaucoup de cascades, des affaires de même. Ouais. Mission Impossible, Tom Cruise. Et non, c'est Rapide et Dangereux, le premier. Ah, c'est le premier en 2001? Ben, me semble que c'est le premier. Là. J'ai vu que c'est Rapide et Dangereux, puis j'ai pas vu de d'un côté. Fait que... Ah, ok, c'est le premier. Ah ouais, 2001, je pensais que c'était plus tôt que ça. Mais oui, ça se peut. 2001, c'était le meilleur en plus. Ouais, avec Vin Diesel, qui est le lutteur. Vin Diesel. Ouais, puis Paul Walker qui est décédé. Puis il y en a un couple d'autres, mais les deux que j'ai marqués, c'est Paul Walker et Vin Diesel, évidemment. Mais oui, une série de films qui c'est encore à ce jour, il y en a encore d'autres. Il me semble qu'ils sortent, non? Mais ils ont arrêté à 10, me semble. Là. Ils étaient supposés en faire un 11e, mais depuis qu'il y a eu le beef avec The Rock... Il a arrêté à 10, une chance, hein? Mais il commence à manquer d'idées. Ben, le problème, c'est pas qu'ils en ont fait 10. Le problème, c'est que ça devient un peu n'importe quoi après. Là. Mais en même temps, ben, t'en fais 10. Ça des bons chiffres au box-office. C'est ça. Tu fais de l'argent, tu t'arranges pas à en faire d'autres. C'est ça. Jeu vidéo sorti alentour PlayStation 2. Ben là, c'est quand même vague, là, parce qu'il y a beaucoup de jeux là, qui sortent. C'est un jeu
Il a fait il y a une série de télévision avec un lutteur qui a joué dedans récemment. C'est ça? Je pense que oui. Ok, ouais, c'est. Ah, c'était quoi, ce petit film? Doom. Non? C'est Twisted Metal Black. C'est qui jouait dedans déjà? C'était pas ça que Samoa Joe? Ah ouais, c'est sorti ça? Faudrait que je l'écoute d'ailleurs, tu m'as fait penser à ça. C'est une série, là. C'est pas un film, je pense, c'est une série. Samoa Joe est dedans, c'est lui qui fait le clown, là. Ah, pour vrai? Ouais, il y a le clown avec les genres en chess, en bédaine, là, le gros affaire de singlet un peu, là. Ok. Ouais. C'est ça, Twisted Metal Black au PlayStation 2. Dans le monde du sport, on est au basketball avec la finale de la NBA. Les Lakers de Los Angeles battent les Philadelphia 76ers 100-86 au 5e match pour gagner back-to-back championships. Et pour la 2e année consécutive, l'MVP du tournoi était qui, t'as pas là? Kobe Bryant. T'étais pas loin. Et non, c'était Shaquille O'Neal. Mais il était là, c'était les années qu'ils étaient ensemble les deux, là, c'est ça, hein? Ben oui, Kobe Bryant a tout été avec les Lakers, à ce que je cherche quand il gagnait. Là. Qui ça, Kobe Bryant? Il a toujours été avec les Lakers, tout court. C'est ça, mais encore plus quand il gagnait beaucoup. Là, fait que c'est ça. Fait que, il a gagné le MVP de la 2e année consécutive. Et sur le WF Magazine du mois de juin 2001, on a Vince McMahon avec un beau cover, je trouve, pour vrai, il est nice. Avec, cool. dans ses yeux, on voit Shane lors de l'annonce ce qui a fait le. J'ai acheté le CW à Panama City Beach, Florida. Ouais, hein? Fait que voilà, ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Je pensais m'en sortir à soir, mais ça a l'air que non. Pas parce que tu fais le rétro review que moi je fais pas dans la vraie vie. Ah là là là. Ça c'est pas fun de de faire sens, des recherches là-dessus. Hein? C'est fun de faire des recherches là-dessus. Surtout quand je vois les réponses puis je sais quoi. Là. Des fois, je check les réponses, je sais pas c'est quoi, puis je check sur YouTube, puis c'est ça. Mais c'est pas jamais ça. Ok, tu as autre chose à ajouter avant qu'on commence ou c'était ton. Ça fait découvrir des chansons, des fois. C'est fun. Ben, des fois, oui. Des fois, c'est les mêmes chansons qui reviennent pendant. Tu sais. Tu diras pas ça de Brandy puis Monica, toi. Survivor Series 2001 était le 8e pay-per-view de. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? King of the Ring 2001, pas Survivor Series. Survivor Series. King of the Ring 2001 était le 8e pay-per-view de ce nom, si je me trompe pas. Ça a commencé en 93 officiellement. Donc, si tu fais 93 plus 7, ça fait 2000 plus 2001, c'est le 8e. Donc, ça se passait à East Rutherford, New Jersey, au Continental Airlines Arena, devant 17 777 personnes avec 445 000 foyers achetés sur pay-per-view à l'époque. Donc, c'était... C'est beaucoup de feu, ça? C'est beaucoup de feu, mais c'était un peu inférieur à King of the Ring 2000 qui avait eu un petit peu plus de foyers achetés. Il y avait eu 475 000 plus précisément, mon cher TJ. Donc, quand même, c'est un beau nombre. Puis, on n'était pas. C'est pas l'agence qui avait le streaming, là, puis ça coûtait 12 piastres. Non, ça coûtait cher dans le temps. Là. Non, exactement. Évidemment, c'est ça, King of the Ring 2001. Les commentateurs de la soirée étaient Gold Jim Ross avec Paul Heyman. Il faut savoir aussi que Paul Heyman était du côté du créatif dans ce temps-là avec la WWF. Commençait à se mettre le nez dans le créatif. Évidemment, l'année d'après, tu vas voir Stephanie McMahon aussi qui va être à SmackDown avec lui. Ils vont s'échanger les rôles jusqu'à temps qu'il pogne une chicane parce qu'on ceux qui se souviennent dans ce temps-là, Stephanie, c'est une McMahon. Puis c'est la business de sa famille. Fait que des fois, elle était un petit peu trop contrôlante envers les employés. Ça, c'est les dire. On n'était pas là. Nous autres, on ne peut pas le savoir. Nous autres, ce qu'on entend, on le répète. Ça ressemble pas à Stephanie, ça. Elle ferait pas ça, Stéphanie, hein, pas vrai? Non, je pense pas. Peut-être son mari, par exemple, mais pas elle. OK. Ça se peut. Mais là-dessus, je peux pas te le dire parce qu'il y a une longueur d'avance. Il y a un nez d'avance sur nous autres.
une nuit d'avance. Puis ça explique aussi pourquoi Chris Benoit et Chris Jericho étaient dans le main event de King of the Ring 2001, parce que, évidemment, Paul Heyman était un gros fan de Chris Jericho et Chris Benoit, qui avait d'ailleurs passé par la ECW back in the time. Fait que, donc, c'était une des raisons pourquoi que c'était le main event. Et à ce moment-là aussi, selon ce que Bruce Pritchard a rapporté dans son podcast Something to Wrestle With avec Conrad, dans ce temps-là, il y avait comme avec l'achat de la WCW puis toute cette storyline-là, dans le fond, le booking était vraiment n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Fait que, ça faisait pas toujours du sens, il n'y avait pas toujours une ligne narrative slow burn. Donc, ce qu'il voulait faire, c'est que tu peux tourner la table à un moment donné, puis il y a un title change qui peut se faire n'importe quand. Fait que c'était ça un peu le minding de la compagnie à ce moment-là. Absolument. Ce qui est pas mauvais dans un sens, là, mais. Non, mais ça dépend. Faut pas que tu fasses ça tout le temps non plus. Là. Non, c'est ça. Faut que tu doses un peu ton booking dans ce temps-là. Ouais. Puis en même temps, il y avait le champ libre aussi de faire ça parce que c'était le seul show télévision de lutte vraiment genre. Il n'y avait plus de Night Show évidemment, vu que ça aurait été racheté quelques mois avant. Là. Mais il y avait le jeu de faire ce qu'il voulait pas mal tout le temps. Matt Hardy était censé défendre son titre européen contre Eddie Guerrero à cet événement, mais Eddie Guerrero avait eu des problèmes d'alcool et évidemment d'addiction. Il avait eu beaucoup de problèmes en dehors du ring, donc n'avait pas pu se rendre. Il avait été renvoyé à la maison et renvoyé en centre de désintoxication. Donc, dans le pre-show de ce show-là, Matt Hardy, accompagné de Lita, a battu Justin Credible pour défendre son titre européen, mon cher TJ. Wow, un main event anywhere in the country. Exact. DDP va ouvrir le show. Il va montrer. Il va dire que les vidéos qu'il a prises de Sarah, la femme de l'Undertaker, c'était pas mal PG à comparer à ce qu'il possède vraiment dans son téléphone puis dans son ordinateur, qui sont pas mal plus spicy. Et DDP va aller s'asseoir front row. Il va attendre Taker et surtout, il va avoir le signe avec lui qui va dire à Taker « Make me famous ». Donc, photo que vous allez pouvoir voir sur YouTube si elle est bien là. Es-tu là, mon cher TJ? Je l'ai-tu mis? Je la vois pas, mon ami. T'es sûr? Je vois celle-là. Celle-là est là, mais je vois pas, malheureusement. Et voilà! Make me famous! Et où? Je la vois pas, je viens moi. de la rajouter. Ah, OK. Ça me semblait bien aussi. Je suis pas fou, là. Hein? Apparaît-tu que je suis en vacances et que tout est tête dans mon ordi? Puis... Ah ouais, c'est bien correct. Tant mieux. Je devrais être en vacances tout le temps. Ben, ouais. Si j'étais... Puis oui, je l'ai pas dit tantôt, parce que je te laisse aller ton affaire, puis je sais pas qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas le dire. Là. Mais l'entrée du King of the Ring là, avec la chaise électrique, là, c'est fucking beau pour vrai, c'est vraiment nice. Puis c'est le fun parce qu'évidemment, dans les jeux de vidéo, dans son SmackDown, je pense que c'est Here Comes the Pain ou Just Shut Your Mouth. Mais tu peux aller en haut de l'affaire, tu peux pitcher le gars en bas, c'était malade, c'est vraiment, vraiment cool. Puis la tune thème du show aussi, la tune qui joue dans le background quand ils montent, on est bien à King of the Ring 2001, c'est une tune qu'ils vont prendre par après, qu'ils vont tweaker pour faire la tune d'entrée de Molly Holly plus tard dans l'année. Voilà, pour les deux petites bits que j'avais avant que tu commences avec le show. Non, mais t'as bien fait parce que je l'avais pas dans mes notes, mais oui, j'allais le dire éventuellement si je m'en souvenais, mais selon moi, avec le signe SmackDown de le point, c'est les deux plus beaux décors de WWE ever, là, pour vrai. Là. C'est vraiment nice pour vrai. En général, SmackDown avait des beaux sets. Là. Même l'affaire ovale là, que Rhino pétait avec le gore sur Jericho. C'était nice aussi quand même. Ouais. T'avais le backlash aussi avec les trucs qui se prenaient à un moment donné. Là. Ça, c'est notre classique qu'on niaisait dans le temps. Ça, c'est le fun. Surtout, oui. Puis, pour revenir un peu avant de commencer le show, pour dans le fond, toute la storyline entourant DDP et Undertaker, l'idée de pourquoi c'est arrivé, dans le fond, c'est que Bruce Pritchard, c'est lui qui a produit cette rivalité-là, c'est lui qui l'a fait de A à Z. Puis, lui, il disait, parce que j'ai écouté un peu son podcast par rapport à King of the Ring aussi, là, pour savoir peut-être les insides un peu plus de ce qui arrivait. Là. Puis, lui, il disait que c'est un gros fan de True Crime. Puis qu'il voulait vraiment donner ce feel-là pour que, vu que c'était un gars de la WCW, vu que c'est une invasion, ça faisait du sens qu'il s'introduise dans la vie d'un des gros gars. Puis
dans le fond, à un moment donné, il disait que c'était tellement bien filmé qu'il a tassé le caméraman puis qu'il a filmé lui-même pour que ça l'air. Tu sais, vu que c'était pas un caméraman puis qu'il filmait pas bien, fait que ça shakeait. C'est exactement le feel qu'il voulait parce qu'il voulait pas que ça soit trop parfait pour ce genre de scène-là, vu que c'est quelqu'un qui t'espionne à la base, fait que ça peut pas être bien Ouais, filmé. quelqu'un qui ne peut pas se faire pogner, ben, il sera pas genre sûr de lui de même avec les changements de plan et tout. Hein. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai toujours trouvé cette storyline-là poche, mais Ouais, c'est pas bon. Avec du recul, puis la ligne directrice du show, qui est quand même le fun dans ce show-là, que, tu sais, il suit vraiment du début à la fin, puis c'est intéressant, mais moi, je pense que la storyline n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est que c'est DDP qui est dedans. C'est plus ça, Ouais, là, c'est je genre. pense. Là. C'est une des plus grosses stars qu'il y avait de C'est ça. WCW qui arrivait pour l'Invasion, puis tu fais faire une affaire de. C'est surtout qu'en plus, tu sais, le monde le savent, là, qui est marié avec Kimberly Page, tu sais, c'est pas comme si genre il Ouais. était. Ben, à l'époque, peut-être que Pas être méchant, là, mais j'aime mieux Kimberly Page que Sarah. Là. Désolé. Là. Ouais, exact. Mais bon, tu sais, je suis capable, j'assume un peu plus la storyline aujourd'hui, mais ça ne change pas le fait que, vu que DDP, comment on l'a vu à WCW, surtout tu sais, vers la fin, c'était rendu un main eventer établi, que oui, tu le mets contre Taker, mais tu sais, Taker American Badass, pour moi, ça reste toujours en bas du vrai Taker. Là, quand je trouve que dans ces moments-là, oui, c'était crédible, mais pas au point de quand c'était le Deadman. Là, tu sais, fait que- Premier match de la soirée, la demi-finale du King of the Ring qui opposait Kurt Angle à Christian. Évidemment, Kurt Angle pourrait établir un record et être le premier King of the Ring à remporter le King of the Ring back-to-back depuis. Le premier qui a fait ça, c'était pas Bret the Hitman Hart, mon cher TJ? Ouais, mais je vais en parler tout de suite. Là, ça, Ah ouais, vas-y. Paul Heyman, nos commentaires, il dit que Angle, ben, contrairement à Bret, Austin, Shamrock puis Triple H, toute l'équipe, personne n'a gagné 2 King of the Ring d'affilée, comme Kurt va faire ce soir. Mais c'est en fond ce qui n'est pas vrai. Mais l'affaire, c'est que oui, c'est d'affilée, mais il y a un an de break entre les deux. Parce Ouais. que Bret Hart avait gagné en 91 dans un house show, puis il avait gagné en 93 le pay-per-view contre Bam Bam Bigelow en finale. Fait qu'il y avait ça. Mais tu sais, j'imagine qu'il voulait dire genre en pay-per-view, Ouais. là, pas Ouais, c'est ça. overall, parce que sinon, puis même plus tard dans le show, il en reparle de cette affaire-là encore, puis il change un peu de ton, ou je sais pas trop. En tout cas, je pense qu'il voulait dire pay-per-view, mais dans le fond, il a gagné King of the Ring, mais genre 93, mais je comprends le point qu'il voulait faire. Je comprends, oui. On l'avait compris de toute façon, puis Ouais. j'étais comme, OK, ben, make sense, là. Puis, évidemment, Kurt Angle, on va en reparler plus tard, là, mais ça faisait 8 mois là, qu'il était pour la WWF, là. Puis, ce qu'il nous donne, c'est tout simplement incroyable. Ça fait bizarre aussi d'entendre la tune de Kurt Angle sans les You Suck, là, parce qu'il l'avait pas encore. Là. Ouais, vraiment. Donc, Ouais. Christian contre Kurt Angle, un début un peu slow, un peu sloppy, tight. Angle qui domine un peu plus, mais c'est quand même serré. Et Christian qui réussit à revenir de temps en temps. Puis ça, le pire, c'est que vous allez voir, là, c'est habituellement, TJ, il fait des plus longs play-by-play, mais ce pay-per-view-là, je me suis quand même donné. Puis, si vous voyez sur YouTube en ce moment, les 4 personnes, les 2 demi-finales, ben, c'était Kurt Angle contre Christian, puis Edge contre Rhino, évidemment. Les 2 gagnants vont s'affronter en finale dans la même soirée. Donc, il va y avoir 2 matchs. Mais C'est il tout faut du savoir monde qui aussi. avait un lien ensemble aussi. Là. Oui, c'est tous des amis sur Angle. Là. Angle, c'était pas leur ami à ce moment-là, mais les 3 autres, ils ont Mais, grandi ensemble dans le business. Là. ouais, mais storynalement parlant, c'est tout des chums, là, parce que Edge Christian était avec Rhino, puis Rhino était avec Edge Ouais. Christian, puis Angle était avec Edge Christian aussi, team ECK, qui faisait un peu le beau temps dans ce temps-là. Fait que non, c'est quand même cool là, qu'il y ait un lien pour le King of the Ring, c'est pas juste genre 4 gars random. Là. Ouais. C'est ce qui fait que le King of the Ring est bon, selon moi, dans cette soirée-là. Là. Et quelque chose qui est super smart, c'est qu'il faut savoir aussi que Shane McMahon affronte Kurt Angle plus tard dans la soirée dans un street fight. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que Shane va arriver au ring pour ce qu'on pense qu'il va distraire Shane, qu'il va distraire Angle, mais dans le fond, le but de Shane McMahon, c'est que Kurt Angle se rende le plus loin possible dans le tournoi pour qu'il puisse l'affronter et qu'il soit fatigué dans son match contre lui plus tard. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice
comme twist parce que, tu sais, habituellement, il va venir essayer de faire perdre le gars puis tout, mais là, non, là, il est vraiment là pour l'aider. Donc, Ouais, mais c'est ça, le fait que les commentateurs, en même temps, c'est leur job de faire comme d'aller un peu de chaque côté des options. Là. Mais le fait qu'ils ne voient pas pourquoi que Shane il aide Kurt Angle quand c'est évident pour tout le monde qu'il fait juste ça pour l'autre un match de plus, qu'il soit plus fatigué vers la fin. Là, puis qu'il va screwer no matter what, qu'est-ce qui arrive en finale du King of the Ring. Là. Je trouve ça un peu niaiseux, mais en même temps, je comprends le fait qu'ils veulent aller tout bord tous les côtés là, comme commentateur. Je peux pas juste dire une affaire, genre, sinon c'est plate pour les spectateurs d'avoir juste une option au lieu de plusieurs. Là. Ouais, mais tu sais, puis tu peux faire semblant qu'il y en a un qui comprend pas parce qu'il est vraiment borné sur un point. Puis c'est correct, là, ça fait partie, on le fait, là, ça fait partie de notre rôle aussi de jouer la game un peu parce que sinon, ça serait trop facile. Ben oui, on sait qu'est-ce qui va arriver, toc, 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 c'est fini, puis tu sais, tant qu'à ça, on n'a pas de job, là. Il n'y en a pas de job! Il n'y en a pas. Shane arrive au ring, évidemment, Kurt Angle va être distrait, il va effectuer un moonsault qui va être raté. Christian va faire un beau DDT renversé par la suite. Angle va finir par renverser le Emperor en ankle lock. Christian va le ré-renverser en enziguri. Renverse le Angle Slam, mais Shane McMahon va briser le pin en tirant l'arbitre. Donc là, à ce moment-là, on comprend vraiment c'est quoi les intentions de Shane McMahon pour que Kurt Angle se rende le plus loin possible dans le tournoi. Angle va finir par faire le Angle Slam à Christian et remporter le combat. Et un peu, je vais faire ma job que je fais d'habitude, que je ne les ai pas marqués, mais je les ai pas loin de moi. Va remporter le combat en 8 minutes 51 pour accéder à la grande finale plus tard du King of the Ring contre le gagnant de Edge et Rhino pour le premier match. Un bon petit combat, mais je trouvais que c'est rien de spécial pour commencer le show. Là. C'était bon, mais je trouvais ça correct. Là. C'était bon, mais en même temps, le fait que Angle il fallait qu'il fasse 2 matchs de plus dans le show puis qu'il pace un peu plus, même si Kurt Angle peut faire un match de 3 heures, puis je pense qu'il serait correct pour une autre heure de plus. Là. Mais je trouvais ça bon, mais c'était pas spectaculaire comme début, j'ai trouvé. Est-ce que tu as mis l'autre match d'après? D'Angle? J'ai mis le match. D'Angle? Là, je parle pas contre Shane, contre la finale, l'autre finale. C'était mieux Edge, mais je pensais que c'était pour dire entre les deux, entre Rhino et Edge puis Kurt Angle contre Christian. J'ai mieux Rhino contre Edge. Moi. OK. T'as donné combien à ce match-là? 2,5. OK. J'ai donné 2 3/4, donc on n'était pas très loin de la vérité. Ouais. Parfait. Austin et Deborah vont discuter et Coach va arriver pour parler du match de ce soir. Coach dit que la rumeur est que si Benoit ou Jericho gagne le titre, il va le ramener du côté de la WCW. Et pour vrai, là, Austin, dans tout le long du show, là, son obsession avec Vince McMahon, asti que c'est drôle parce que, tu sais, on connaît toute la rivalité entre Austin et McMahon, mais c'était vraiment, vraiment bien joué. Là. Ouais. Le monde n'aimait pas ça parce que Stone Cold, c'est un babyface. Mais c'était correct. Je ferais ça c'est sûr qu'ils ont fait ça longtemps. Là. Mais je trouvais que c'était pas si pire quand même, d'Austin Hill. Il était divertissant pareil. Là. Ouais, il était plus comique, puis il était nono, mais il était capable de gagner ses matchs pareils. De temps en temps, le Rattlesnake revenait au poste. Puis sa chanson était nice aussi. Hein. J'aimais bien sa tune. Ouais, c'était bonne. Avec les paroles. Paul Heyman vient sur le côté du ring, vient voir DDP. Il dit que c'est respectueux, qu'il manque de respect à l'Undertaker, qui est une légende de la WWF. Et à ce moment-là, à l'écran géant, il y a une vidéo qui montre quelqu'un qui espionne Diamond Dallas Page dans sa vie privée. Puis c'est drôle parce que DDP, il est juste un peu Mikey, fait que tu l'entends genre parler comme en parabole en arrière, puis il fait comme, bah ouais, c'est ça, hein. Ça se fait pas, voyons donc, espionner quelqu'un puis aller dans sa vie privée. Ben oui, c'est ça que tu fais depuis des semaines avec Taker, tu sais. C'est ça, c'est ill, faut dire ça. C'est pas correct, ça! En plus, c'est rien de spécial. Il déjeune, il se promène, il arrive à l'arène. C'est rien de spécial. Ben, c'est correct. En même temps, je trouve que ça fait un bon... tu sais, t'as ça puis t'as Austin. T'as ces deux affaires-là tout le long du show qui mènent à quelque chose à la fin. La seule affaire avec McMahon puis Austin, c'est que je trouve que pour la fin, c'est poche de... En tout cas, on va en reparler tantôt avec Vince, mais c'est un peu poche pour ça, mais bref. Deuxième match de demi-finale, Edge va affronter Rhino. Donc, comme tu l'as dit tantôt, 2 amis. Hey, Rhino, on est en 2001, tu disais qu'il était au Québec il n'y a pas longtemps et qu'il luttait. Ouais, c'est bon. Ça n'a pas de sens. C'est nice.
sais, il était à TOW, au premier show de la TOW, Rhino, puis on disait, hey, c'est bien hot, Rhino est là, puis ça fait genre 15-20 ans de ça, puis il est encore là, puis il fait des matchs décents. Ça n'a pas de sens, man. Ah ouais. Ben, depuis, il a fait des matchs décents. En même temps, Ouais, il fait le même match depuis genre 20 ans aussi. Là. C'est pas, il réinvente pas la roue, mais ça fonctionne. ouais, Ok, tant mieux. ça marche. Le monde Ben sont oui, là pour voir le gore de toute façon. Fait qu'il pourrait faire n'importe quoi dans le match quand il fait son gore, c'est ça que le monde veut voir. c'est ça. Donc, deux bons amis dans la vraie vie, des échanges musclés jusqu'au saut chassé de Edge sur Rhino qui l'envoie à l'extérieur du ring. Edge va sonner les balles de Rhino sur la barricade, suivi d'un bon clothesline. Rhino qui va travailler les côtes ensuite de Edge quand il va reprendre le dessus. Il va le mettre dans le coin, il va le placer dans le coin, puis il va lui faire des petits mini spears dans le coin. Évidemment, c'est Rhino qui fait déjà un spear comme finish, donc travaille les ribs, donc il est habitué avec son épaule, c'est puissant. Et il va faire des soumissions au corps aussi qui va travailler les ribs. Fait que ça va être tout un peu la stratégie de Rhino, c'est de travailler Edge pour éventuellement essayer de faire son gore puis gagner le combat. Rhino va faire un magnifique splash de la troisième corde que j'ai pas vu souvent Rhino faire ça. En tout cas, à ma mémoire à moi, peut-être que ECW le faisait et tout, mais je trouvais qu'il y avait eu pas mal un gros landing. C'était vraiment spectaculaire. Là, fait que... Ouais. Edge va reprendre l'avantage avec un sunset flip du coin pour 1-2 dégagement de Rhino. Rhino va faire un très beau spine buster par la suite. Et les deux vont être chacun dans leur coin. Edge va tenter le spear, Rhino va tenter le gore. Les deux, la même idée en même temps. Et boum! Ça, c'était dans mes notes, je lis, le spot-là, la collision était parfaite. C'était vraiment bien fait. Ouais, c'est vraiment bien fait. Puis ça fait du sens, là, la bataille des deux qui ont la même idée au même moment. Là. On l'avait vu, je pense, avec Roman. Puis c'était qui? C'était. Qui faisait ça? Edge, je pense, justement. Lashley, non? Ah, peut-être. J'ai l'impression que c'était avec Edge à WrestleMania dans le Three-Week Brian. C'est très possible. Là. C'est pas comme si c'était juste une personne qui l'avait fait non plus, mais je pense que oui, tu as sûrement raison aussi pour ce que tu dis. Ouais. Edge va éviter un autre gore et il va du DDT en élévation pour le compte de 1, 2 et 3. Et Edge va s'en aller rejoindre Kurt Angle en finale du King of the Ring dans un combat qui a duré 10 minutes et 20 secondes. Ouais. Mais à noter aussi que le fait que Edge a pu faire le DDT, c'est parce qu'il avait fait. Rhino voulait faire le gore sur le turnbuckle, ou je sais pas trop, puis qu'il avait exposé lui-même. Puis il avait revolé dedans, fait que c'est ça qui permet à Edge de faire le DDT. Fait que c'est correct, c'est genre. Le match, je l'ai un peu plus aimé que l'autre d'avant, justement à cause de ça, parce qu'il y avait l'histoire, à cause des ribs. Puis le fait que l'autre, en fait, il a voulu tricher, puis ça s'est retourné contre lui pour la décision finale de l'autre pour Edge. Fait que je trouvais ça que c'était bien fait comme match, c'était bien joué. Quoique, je suis ça, puis j'ai pas donné une étoile et demie de plus que l'autre match, là, mais j'ai donné à ce match-là 2 et 3/4 sur 5. Ah, tu vois, moi, j'ai donné exactement la même note. Fait que, tu sais, pour moi. Puis je l'ai. Que moi, tu veux dire, ou que. Non, j'ai donné la même note que Christian contre 2 et 3/4 aussi, là, mais j'ai donné la même note que le premier. J'ai mieux aimé celle-là, mais j'ai trouvé quand même sensiblement le même genre de match. Là. Mais tu sais, j'étais à peu près à donner une demi-étoile de plus pour un ou pour l'autre. Fait que je les ai mis pareil, mais bon, rendu là, c'est pas. Mais je me souvenais pas du turnbuckle. Peut-être que je l'avais pas regardé. Je sais que dans le match d'Austin, il l'enlève. Là. Ouais. Tu n'as peut-être pas remarqué non plus, parce qu'il l'a enlevé pas au début, mais pas loin. Là. Genre après 2-3 minutes, puis après ça, à la fin, c'est ça qui a fait le spot de la fin. Ouais. Peut-être que je suis en train d'écrire une note parce que moi, je l'écoute juste une fois, je l'écoute pas 2 fois. Ouais, ça se peut. Genre, tu tapes de quoi, puis tu as regardé par en haut, puis c'est ça. C'est normal. C'est correct. Habituellement, quand j'écris des notes. Habituellement, quand j'écris des notes, ce que je fais, c'est que je laisse le move se dérouler, puis quand, mettons, il y a un down dans le match, là, j'écris ce que j'ai vu. Tu fais-tu pause des fois? Ouais, ça m'arrive. Quand ça va vite, là, je fais comme là, je peux plus suivre. Là, ouais, je comprends, oui. Je comprends, oui. Donc, Edge va affronter Kurt Angle en finale du King of the Ring. Donc, ça devrait nous donner un très, très bon match, évidemment. Après ça, une interview de montrer à Sunday Night Heat où Spike Dudley et Molly qui sont ensemble. Puis, pour faire... je peux faire une parenthèse aussi là, avec Austin qui est ill, qui avait fait un stunner à Molly puis qui avait attaqué Spike aussi là, pendant les semaines précédentes, là, le pay-per-view.
Ben ça, c'était un segment là, où Austin il cherchait des pétitions. Là. Du monde qui signe des pétitions pour ça. Puis il y avait Spike, puis ça allait signer, puis il a traité Molly Holly de bimbo, puis après ça, il a genre déchiré l'affaire, puis il y a une suite avec Austin. C'était malade, c'était bien fait. Puis sur la photo, on voit sur YouTube, là. Colin, est cute, Molly Holly, pareil, tabarnouche. Ah, elle est belle. C'est une belle femme. Elle est cute. Ben oui. Puis elle était bonne aussi. On n'en parle pas souvent là, des bonnes lutteuses, mais à un moment donné, là, à WWF, il n'y avait absolument rien là, comme talent là, pour vrai. Puis c'était elle qui était vraiment bonne. Puis honnêtement, elle a fait des bons combats. Puis on ne donne pas assez de crédit en général dans le monde de la lutte. Ouais. Et ils vont interviewer Spike et Molly. Il va féliciter les Dudleys parce qu'ils sont devenus champions par équipe en battant Chris Benoit et Chris Jericho. Parce qu'on sait que Chris Benoit et Chris Jericho avaient battu Triple H et Steve Austin, qui était, là j'ai oublié le nom parce que je veux le dire, là, mais le Two-Man Power Trip qui savait déchirer le quad sur la table des commentateurs. Puis, comme son grand chum. Exact. Puis Austin, en plus, après qu'il avait dit c'était un lâche, c'était pas capable de faire les combats comme du monde, fallait que. C'est sûr, parce que l'autre n'était plus là, puis en revenant, il était pour le mettre face, fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est malade. J'adore ça. Ben oui, c'est bon. Ben, il avait fait pareil aussi avec par après Jericho et Edge. Ils étaient une équipe ensemble, puis Edge était blessé. Puis Jericho, il avait dit c'est un faible, il s'est blessé, puis qu'il ne sera plus là. C'est pour ça qu'après ça, quand il est revenu dans le Rumble avec Edge Jericho, Jericho a fait sa grosse face. Oh non, il revient, puis il va me casser la gueule. Oh là là. Mais ouais, ça a toujours donné du bonbon. Nous, c'est tous des bons acteurs, des bons lutteurs. Là, fait que c'était parfait. Puis les Dudleys vont venir intervenir, évidemment, pour encore une fois bullier Spike Dudley. Puis Spike, il dit qu'il va les challenger pour la ceinture ce soir. Puis il y a une surprise pour eux autres. Puis là, les Dudleys qui disent pas de problème, on t'attend sur le ring. Puis t'amèneras ta surprise. Ou on a bien peur. On va voir qu'est-ce que tu vas nous emmener. Donc c'est ça, plus tard dans la soirée, Spike Dudley est un partenaire de son choix, accompagné de Molly Holly, contre les Dudley Boys pour les ceintures par équipe de la WWF. Taz, qui s'en va demander à Jericho si c'est vrai que lui et Benoit, s'ils vont gagner le combat, vont emmener la ceinture du côté de la WCW. Puis là, après ça, Jericho il dit que il devrait l'emmener du côté de la WCW pour travailler comme un boss comme Shane McMahon parce que un gars comme lui, ça mérite d'avoir la ceinture. Puis après ça, il dément un peu les rumeurs, mais il laisse comme planer un doute que ça pourrait arriver quand même. Là, ben, il joue un peu avec la question de Taz là, en faisant genre je veux absolument. Puis là, il dit d'autres choses pour dire le contraire. Là. Ben, je dis ça, puis Benoît fait pareil plus tard dans sa promo. Là. Mais je trouvais ça nice le fait qu'il jouait sur les mots de l'autre sans dire leur intention vraiment, mais en jouant avec le doute du monde, là, puis de la question de Taz aussi. Là. Puis on s'entend que Jericho, c'était pas mal mieux que Benoît de la façon qu'il l'a fait. Là. Benoît, c'était pas sa force ouais, c'est sûr. En partant. Prochain match, les Dudley Boys défendent leur ceinture WWF Tag Team contre Spike Dudley et un partenaire de son choix. Et les Dudleys arrivent sur le ring, attendent la musique de Spike, et c'est la musique de Kane qui est retentie dans l'aréna. Et là, la phase des Dudleys ont soudainement changé. C'est moins drôle que c'était. Évidemment. Le reveal était cool de Kane, que ce soit lui. Puis ça donnait un peu de vibe aussi de Kane X-Pac, mais avec Spike, évidemment. Là, mais ça donnait des vibes de Kane X-Pac avec le tag team impromptu de Spike et Kane. X-Pac Spike est un peu moins drôle, mais avec les bombes qu'il prend dans un match, puis que la façon qu'il se fait garocher, c'est toujours le fun. Ben, je parlais plus dans le sens genre Big Guy, Little Guy, là, fait que c'est plus ça. Mais non, mais pour vrai, ça me fait penser pas mal à cette équipe-là. C'est sûr que X-Pac, c'était meilleur, puis ils ont plus d'histoire, évidemment, mais c'était cool, pareil. T'as-tu préféré Kane X-Pac ou Kane Daniel Bryan? Ben, ça dépend. Le côté divertissement promo, puis genre niaiserie, j'aimais mieux Kane puis Daniel Bryan. Mais côté genre storyline, genre carry pour quelque chose, j'aimais plus Ken X-Pac parce que c'était plus. Comment je pourrais dire? C'était plus. Je ne sais pas comment l'expliquer pour vrai, mais j'ai vraiment plus aimé. Je pense que Kane Bryan a eu plus de temps aussi pour établir leur duo que Kane X-Pac, non? Ouais, mais c'était plus émotif, je pourrais dire, un peu Kane X-Pac. C'était plus genre improbable comme affaire, comme
relation comme partnership que Kane et Daniel Bryan, j'ai trouvé. C'était plus pour parce... faire funner Daniel Bryan et Kane, là, mais... Parce que Kane aussi, à l'époque, il n'y avait pas eu d'antécédent de le teamer avec quelqu'un comme X-Pac, tandis que quand il était rendu à Bryan, on l'avait déjà vu avec Hurricane, on l'avait vu avec X-Pac, on l'avait vu avec Spike un peu, tu sais. Ouais. Parce que Kane X-Pac, c'était genre, tu sais, le gars, c'était genre, Kane devenait tendre, il a commencé à parler plus, tu sais, genre, il carait pour quelqu'un d'autre à part lui, puis tandis que Kane et Daniel Bryan, c'était plus faire des jokes ensemble et être funny. Là. Ouais, mais moi, j'aimais mieux Kane X-Pac parce que je trouve que X-Pac est plus cool en général, puis que Kane, dans ce temps-là, c'était une de ses bonnes versions. Mais je pense que Kane, Daniel Bryan, ça a fait comme sortir Daniel Bryan de sa coquille, puis de fait, il est devenu une méga star un peu à cause de ça, puis après ça. Là, fait que... Ouais. Mais c'est pas le même genre d'alliance puis de partnership entre les deux. Là. Ouais, vraiment pas. Spike est agressif au début et les deux équipes se tapent dessus. Les Dudleys se font tapocher en début de combat. Et c'est drôle parce que c'est ça qui joue en arrière dans ta petite TV. Puis au début, Bubba va pogner Spike à bout de bras, va l'envoyer sur Kane qui va l'attraper, qui va le remettre à bout de bras puis qui va le renvoyer sur Bubba Ray Dudley. Donc ça va faire un beau crossbody. Beau spot, j'ai trouvé. Ils ont bien utilisé la grandeur du plus petit dans ce match-là. Fait que good job. Après ça, Big Boot de Kane sur Bubba Ray, donc l'homme légal contre D-Bond. Power Slam et Big Elbow, combo de Kane sur D-Bond Dudley. Donc, littéralement, une maison de feu en début de match pour Kane contre les Dudley Boys. Et c'est pour ça que Spike l'a choisi, pour essayer d'enlever les ceintures à ses frères. D-Bond va finir par faire une blessure à la jambe pour reprendre l'avantage sur Spike Dudley. Et Bubba Ray va catapulter Spike avec un backdrop. Et as-tu levé le backdrop? Ouais. Non, pour vrai, là. Si, bah, c'est exagéré. C'est comme si moi, j'aurais prémis dans le temps avec Mike Gibson pour le renvoyer en backdrop puis au ciel. Là, ouais, exact. Exactement ça. Parce que j'ai pas la force de. J'ai pas la force de Bully Ray. Il n'y a personne qui a la force de Bully Ray en général. Non, ça c'est sûr. OK, parfait. Après ça, ça va être un backdrop. Powerbomb de Bubba à Spike qui va kick out à 2. Évidemment, le petit frère de Liz qui a du cœur au ventre et qui veut vraiment pas se faire battre par ses grands frères, fait qu'il va tout donner pour essayer de leur arracher leur ceinture. D-Bond va manquer un headbutt de la 3. Comeback de Kane. L'arbitre qui va s'arrêter à 2 pour compter parce que D-Bond manque son cue pour venir stopper le compte. Ça m'a fait rire parce que tu sais, l'affaire que j'ai pensé à ce moment-là, j'ai pensé aux fans, puis j'ai fait comme tu sais, quand vous dites qu'à AEW, des fois, puis moi le premier, allez retourner voir une couple de séquences de WWF dans le temps de WWE, vous allez en trouver aussi des botches. Donc, ça, c'en est tout un bump. Ouais. Tout un botch, excuse, pas tout un bump. Puis ça fait vraiment chier parce que pour vrai, le match était sans faille avant ce botch-là. Ouais, ça allait bien pour vrai. Hein? Ouais, ben ça allait super bien, même, je dirais. Puis ça a tout fucké le rythme. Puis même la foule, on entendait genre les mots gréés, les bruits, là, la foule maugréée. Ouais. Puis ouais, il était pas content, la foule. C'était comme en voulant dire, genre, vous me prenez pour des câbles. Là, on sait que c'est arrangé, mais là. Peut-être pas prendre pour des câbles, mais c'était genre, ben oui, on donc lisse. Je pense qu'il était plus frustré que d'autres choses, je pense, la foule. Kane va envoyer les Dudley Boys en dehors du ring. Il va prendre Spike, encore une fois, à bout de bras. Il va le lancer dans du ring, jusqu'en dehors du ring, sur les Dudley Boys. Grosse clothesline après ça, quand Bubba revient de Kane du top rope, sa fameuse clothesline qu'il faisait du top rope, qui était très cool. Dudley Dog sur Bubba et D-Von va sauver le compte à temps cette fois-là et l'arbitre a pas l'air fou. Donc, on s'est bien repris. On a repris un peu de momentum. Double souplex. On se prépare pour le WhatsApp sans le WhatsApp parce qu'il était ill, fait qu'il faisait pas le WhatsApp. Fait que réussi. Double drop kick sur les Dudley de Spike par la suite du troisième corde. Donc, très beau spot. Puis Spike, je veux dire, un double drop kick, c'est correct, là, mais quand tu es ta grosseur à Spike, là, on dirait que j'ai toujours plus mal quand je vois un gars tomber de cette grosseur-là du top rope. Là. Ah ouais. Mm-hmm. Et après ça, double drop kick du troisième. Et après ça, Spike va se retourner pendant que Kane est envoyé à l'extérieur du ring. D-Bond va remonter.
Spike va se retourner, va éviter. D-Von va éviter un clothesline de Spike, va courir d'un corde. 1, 2 et 3. Les Dudley Boys sont toujours champions tag team de la WWF, mais ce n'est pas terminé parce qu'après le match, Kane va faire un powerbomb à D-Von et va chokeslammer Bubba sur une table pour faire un happy ending dans ce match-là et Kane et Spike Dudley vont repartir avec Molly en arrière, les Dudleys sur les fesses. Pas un mauvais match, pareil, dans l'ensemble. Non, mais c'est dommage pour le botch parce que c'est ça qui a fait que ça a comme mis un frein au match. Là. Mais non, pour vrai, pour ce match-là, j'ai donné 3 sur 5. Justement, j'ai vraiment aimé ce match-là, il était bon. À part le pire, c'est que j'aurais donné plus, ça n'aurait pas été du botch. J'aurais pas donné 4,5, mais j'aurais donné peut-être un quart d'étoile de plus s'il n'y aurait pas eu de botch, puis ça aurait été flawless du début jusqu'à la fin. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ce combat-là. Surtout le fait que Spike était genre une balle de ping-pong avec les deux, même avec son partenaire puis les Dudley Boys. Là. Puis Spike Dudley, ben, évidemment, à grosseur qu'il a, quand Bubba Ray il garage dans les airs, ben, il fait une bonne serviette, comme ils disent dans le business. Fait que pour vrai, j'ai aimé ce match-là. Dommage que pour le botch, mais sinon, j'ai adoré ce match-là. Combien t'as donné? 3. Tabarouette. Bon, ça, c'est correct. 3, c'est pas grand-chose quand tu y penses. Là. J'ai donné 3 sur 5 aussi à ce match-là. Ah ouais, c'est ça que je dis. C'est pas si pire que ça. Mais selon Pritchard et Conrad, c'était un des matchs les plus faibles de la soirée. Je suis pas d'accord avec ça. Ils ont le droit, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Christian va voir Edge par la suite pour lui dire bonne chance, même si Edge a l'air un peu sceptique et fâché. On sait que Christian et Edge sont pas sur la même longueur d'onde depuis les dernières semaines. Il y a un peu de jalousie dans le couple parce que, évidemment, Christian qui est maintenant éliminé du King of the Ring et Edge s'en va en grande finale. Est-ce que Christian va se ranger du côté de Edge ou il va lui faire perdre le King of the Ring? À suivre dans quelques instants. Mais juste avant, on s'en va à WWF New York, où on voit Billy Gunn qui est fâché de ne pas être dans le tournoi. Ça, c'est plus tard, ça. Il va être fâché de ne pas être dans le tournoi du King of the Ring. Il dit que c'est un ancien champion, un ancien gagnant du King of the Ring 99, puis qu'il n'a même pas été approché pour avoir un match de qualification, que ça n'a aucun sens, puis il s'en va fâché du WWF New York, puis son look, on dirait un genre de Justin Timberlake dans NSYNC, un peu. Là. Ouais, un genre de Good Boys Band, là, ouais. Puis pendant qu'il faisait cette promo-là, puis il disait que ça n'avait pas de sens, ben, il y avait Dave chez eux qui était comme ça. Ouais, Dave était d'accord. Tout ce que Billy Gunn et les Usos disent, Dave est d'accord. Ouais, puis qui a comme fait tous. Exact. Finale du King of the Ring. Edge va affronter Kurt Angle dans ce qu'on pourrait dire que ça va être une finale hors norme. J'ai hâte de voir une très bonne finale, mais juste avant que le combat commence, Angle va demander à Edge de déclarer forfait. Parce qu'il dit qu'il y a un match contre Shane McMahon, puis en même temps, il veut y éviter qu'il mange une volée puis qu'il remporte le King of the Ring trop facilement. J'aime Kurt qui va être un bon ami, mais qui donne des petits jabs quand même, pareil. Épais. Ah, pour vrai, Kurt Angle, là, pour vrai. Là. Ouais. La seule affaire qui manque dans sa carrière, c'est un match contre Bret Hart. Dans son prime, là. Oh ouais. Pour vrai, il n'y a rien d'autre que Kurt Angle n'a pas fait dans sa carrière. Le seul match que j'aurais voulu voir, là, tu vas dire peut-être Bryan Danielson ou Daniel Bryan. Ouais, j'hésitais à le dire parce que je sais que tu n'aimes pas ça quand je dis ça souvent, mais oui, ce match-là aussi, je le mettrais avec la même lignée que contre Bret. Là, mais pour moi, personnellement, Bret est en avant de Daniel Bryan. Pour moi. Puis, j'aimerais dire oui, mais on sait pas. Pas une affaire de même, là, une bonne tête. C'est pas la même époque, fait que c'est dur de comparer, mais Bryan Danielson, il est bon. On fera pas un débat, mais c'est pas pareil. C'est pas le même genre de temps. Là, Danielson, il a commencé quand Bret avait fini. Fait que c'est pas comme. Tu peux vraiment comparer les deux. Là. Les combats à Bret, man, c'est high pace au bout, là. Puis c'était en 90. Les combats de Danielson aussi, je m'excuse, là. Pas parce que il a fait beaucoup de matchs à Ring of Honor aussi, faut pas oublier ces matchs-là non plus. Là. Ah non, je les oublie pas, mais je trouve que c'est plus. Je trouve que les matchs de Daniel Bryan, c'est moins réaliste parce qu'il y a trop de spots, tandis que les matchs à Bret sont plus tight. Moi, j'aime mieux ces matchs-là. C'est pas le même genre d'époque aussi, c'est ça l'affaire. Les matchs de Bret, dans le temps, il y avait.
C'est ça. Mais pour moi, je l'ai déjà dit souvent, là, mais le Mount Rushmore des lutteurs techniques, c'est Danielson, c'est Bret Hart, c'est Kurt Angle, c'est Chris Benoit. C'est les 4. Je suis d'accord pour le Mount Rushmore, par exemple. Ouais. Mais pour moi, Kurt Angle est meilleur que Danielson. OK. Peut-être un homer pour Danielson, ça se peut aussi, là, mais je sais pas. Angle est plus proche de Bret que Danielson est proche de Bret. Ouais. Et, on va dire que j'ai un Mount Rushmore, mais que j'ai pas de top 4 en ordre. Ben, en fait, c'est. Je pense qu'Angle est en avant de Bret. Parce que Angle, il y a le charisme qui embarque là-dedans qui est encore plus. Il bat Bret à plate couture. Là. Puis il est capable de faire tout ce que fait Bret dans le ring. C'est pas le même genre de charisme aussi, les deux. Là. Bret Hart, il était pas là pour être un comique. Là, tandis que Kurt Angle, il était là souvent pour être un comique. Là. Oui, mais il était capable d'être chiant aussi. Là. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est tellement. C'est un bon débat, ça, par exemple. Ouais, mais je sais qu'on a eu souvent ce débat-là. Souvent, là, au podcast. Là. Mais, en tout cas. Okay. Voilà. Fait que, finale du King of the Ring, Edge va foncer sur Angle, évidemment, qui va refuser l'invitation de se faire de perdre le King of the Ring par forfait puis faire péter la gueule. Il va faire ensuite un flapjack, mais Angle va se reprendre très rapidement avec l'avantage et évidemment va attaquer la blessure aux côtes que subit aux dépens de Rhino, donc très intelligent de la part de Kurt, qui est un lutteur technique et très méthodique, va s'en prendre aux côtes de Edge. Beau spinning heel kick par contre de Edge pour revenir ensuite, mais Angle reprend vite le dessus avec un belly-to-belly qui va propulser Edge à l'extérieur de l'arène. Donc très beau, très bien exécuté. Après ça, il va y avoir une roulade un peu douteuse où ce que Edge est accroché comme sur non, c'est Angle, je pense qu'il essaie de faire une back suplex, puis là, ils sont sur le top les deux, puis il essaie de comme rouler par-dessus pour prendre l'avantage. C'était-tu Angle ou c'était Edge qui a fait ça? Tom Angle. Ouais. Pourquoi tu remets le graphique juste en attendant? Parce que je l'avais pas mis tantôt. J'avais oublié que ça s'est mélangé, fait que des fois, je vois pas tout. Il faut falloir trouver une façon. Mais bref. Donc, j'aurais pu le faire, mais en tout cas, c'est pas grave. La prochaine fois, on va l'avoir. Pardon. Donc, la petite roulade qui met un peu, qui est un peu l'équivalent de l'arbitre, peut-être un petit peu moins pire, là, qui a manqué son compte tantôt dans le match, mais c'était pas très beau, puis je trouvais que ça donnait rien au match. Après ça, Angle va dominer majoritairement le combat parce que, évidemment, Edge est toujours un peu blessé. Angle va refaire un belly-to-belly, va aller sur le top du top rope. Ricky Rana du top de Edge qui va essayer de ramper jusqu'à Angle pour le compte de 3. Ça va 1, 2, non, dégagement de Kurt Angle. Catapulte dans le coin, chest premier, aïe aïe. Et roll-up pour un autre compte de 2. Angle tente le Angle Slam, renversé en DDT, docké en Ankle Lock, docké ce qui veut dire bloqué. En Ankle Lock, small package de Edge pour un autre compte de 2. Donc, on a eu chaud. Le Educator exécuté par Edge. Christian arrive, mais pendant que Edge a Angle dans un compte de 3, ben, il est distrait par Christian, fait que le compte ne se fait pas. Est-ce que Christian va finalement faire perdre Edge? Edge va tenter un clothesline, mais va frapper l'arbitre. Edge va taper sur un ankle lock de Kurt, mais Shane McMahon va arriver et va faire un spear à Kurt Angle. Un très beau spear de Shane McMahon, puis Angle l'a mangé comme un dieu, évidemment. Edge va se relever, il va faire un Impaler, il va couvrir Kurt Angle pour le 1, 2 et 3. Edge est le champion du King of the Ring 2001, malgré la tentative douteuse de Christian et avec l'aide de Shane McMahon, une excellente finale du King of the Ring. Ouais, un très bon match avec le gagnant qui fait du sens parce que Kurt, il aurait pu gagner back-to-back puis faire de l'histoire là, depuis Bret Hart, mais il n'a pas vraiment besoin comparativement à Edge. Puis ça fait puis aussi ça a buildé le match plus tard avec Shane et Kurt parce qu'il l'a fait chier. Il me fait gagner un match juste pour que j'en fasse un autre et qu'il me coule dans le dernier là, quand c'est important. Là. Que, non, c'était très bien fait. Puis ça avait bien du sens. Puis évidemment, après ça, il va y avoir la storyline avec Christian où le trophée va être cassé par la suite avec la rivalité avec Christian et Edge dans le futur. Donc,
Puis c'était cool aussi que j'ai trouvé ça cool que c'était un trophée parce que ça faisait, tu sais, vu qu'ils sont Canadiens, ça fait un peu Coupe Stanley, fait un peu style hockey. Fait que je trouvais que ça faisait du sens que cette année-là, avec Edge, que ce soit un trophée. Donc, c'est parfait ça. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que avec le trophée, ben, c'est Christian qui va tenir dans ses mains, là, comme si c'est lui qui l'avait gagné. Là. Puis éventuellement, chaque attaque, il se tourne contre lui et qu'il smash le trophée en deux. Le classique. Même des fois, quand il arrive dans le ring pour parler avec le trophée, mettons, du King of the Ring, il le prend. Puis non, moi, le tenir, moi. Puis là, il est de même, puis il regarde quand voulant dire c'est moi. Il n'était pas dans le frotter. Là. Combien t'as donné à ce match-là? J'ai donné 3,5 sur 5. Puis c'était un bon match. Là. C'était pas leur meilleur match, mais ils ont fait plus ils vont faire des matchs ensemble, plus ça va devenir meilleur. Là. Surtout, genre, il y a celui qu'ils font quand il y a la coupe de cheveux là, avec Edge contre Kurt Angle à Judgment Day la même année. C'est excellent. Puis sinon, plus avancé, ils vont faire des bons matchs, mais c'est un bon match quand même dans l'ensemble, mais ils vont faire mieux dans le futur. Mais 3,5 sur 5, j'ai donné la même note que toi, 3,5 pour ce combat-là aussi. Donc, c'est un petit avant-goût de ce qui s'en vient. C'est un match bon. En plus, c'est un match bon pour quelqu'un qui va faire 3 matchs aussi dans la soirée. Là, fait que, tu sais, il y a comme des matchs corrects, bons, puis off the chart après ça. Taz va aller voir Chris Benoit, comme tu as dit tantôt. C'est vrai aussi que la rumeur qui va amener le titre à WCW, c'est qu'il remporte le combat. Puis ça va être le même genre d'intervention de Benoit. Là, quel genre de question que c'est ça avec un petit sourire? Voyons donc, pourquoi tu doutes de moi? Nanana, il va jouer avec les mots. Un peu moins divertissant que Jericho, comme j'ai dit tantôt. Il s'en va après. Puis il s'en va avec le sourire pour laisser un doute dans la tête de Taz et des gens. Des fans de la WWF et des fans à la maison et dans l'assistance, bien sûr. Après ça, Edge, le tout récent gagnant du King of the Ring, dit que c'est maintenant cool qu'il est dans la royauté. Et Christian, qui vient le voir au même moment de son interview avec Jonathan Coachman, il lui dit hey, désolé, pour vrai, je voulais t'aider, mais ça a vraiment mal tourné, mais c'est pas grave, l'important c'est que tu aies gagné. Bouge pas, je vais aller chercher des ballons pour on va fêter ça. Puis là, Edge, il dit l'ère de la awesomeness est maintenant commencée. Youpi. Donc, bravo à Edge, champion du Ring 2001. Angle cherche Shane partout dans le vestiaire et parle aux agents de sécurité. Puis là, il commence à se plaindre aux agents, puis il leur parle comme si c'était genre leur psychologue. Là. Je devrais être champion 2 fois du Ring back-to-back. Voyons donc, personne qui a fait ça. Puis le gars, il est juste de la main comme ça. Il n'y a personne qui bouge. Puis pour vrai, les agents de sécurité dans ce show-là sont vraiment mis à l'avant, là, même avec Austin tantôt. Tu me diras quand il arrive, il vient de m'avoir au ring. Là. C'est comme le petit cottage, tu dirais qu'il m'appelle. Oh là là. Prochain combat, Jeff Hardy va affronter X-Pac pour le Light Heavyweight Championship. Évidemment, la ceinture de Jeff Hardy Light Heavyweight est en jeu. Et pour vrai, sur papier de même, là, on fait comme wow, ça va être spectaculaire, ça va être bon. On sait le talent qu'X-Pac a pour monter des matchs. Mais il faut savoir aussi que dans ce combat-là, X-Pac n'était pas tout là. Il était pas mal intoxiqué ou ben, le lendemain d'une intoxication, il commençait déjà à avoir beaucoup de misère. Dans le podcast avec Something to Wrestle aussi, il disait que X-Pac, c'était difficile backstage, puis qu'il y avait beaucoup de situations que le match a même fallu été annulé à cause de ces problèmes. Donc, Puis avant que tu... en même temps, hein? Non, vraiment pas. Puis avant que tu y ailles avec le play-by-play du match, ben, j'ai un fun fact avec les deux, ce qui est quand même cool. C'est que les deux s'étaient battus contre à l'épisode du 26 juin 1994 de WWF Superstars, qui était pratiquement 7 ans jour pour jour, parce que je pense que c'est le show, c'est genre le 25 juin, je pense, King of the Ring, là, le 25 juin 2001. Oui, exact. Ouais. Puis que 7 ans avant ça, il s'était affronté à Superstars, puis voici une image, ceux qui sont sur YouTube. Oh shit. Hey, Jeff Hardy ressemble à Matt Angel un peu de côté. Ouais, un peu. Puis il y a une coupe de cheveux douteuse, mettons, mais c'est ça. C'est ce match-là qu'il y avait à Superstars. Puis 7 ans plus tard, ben, pratiquement jour pour jour, ils s'affrontaient au King of the Ring 2001. Puis mon erreur, c'était le 24 juin, celui-là, c'est à Saint-Jean. OK, bon. Une journée, là, c'est pas autant pire. C'est bien correct. Bon, ouais. C'est ça.
Début de match rapide, un peu sloppy. Donc, comme je l'ai dit tantôt, X-Pac est un peu sur une autre planète, donc c'était compliqué de toujours se rejoindre dans le combat. Whisper the Win, raté. Personne dans la piscine, comme tu dis souvent. Springboard, crossbody, jusqu'en bas du ring de Pac sur Hardy. Très bien exécuté. Jeff Hardy va ensuite remonter, mais accueilli avec un spinning one. Ben, je ne sais pas si on le dit comme ça, spinning one leg kick. C'est un. Spinning wheel kick? Spinning wheel kick, mais à une jambe seulement, là, son. Un spin kick. Un spin kick, ok. Parce que tu as le spinning heel kick, mais là, ouais, ok. Moi, j'ai marqué one leg kick, mais oui, spinning heel. Ben, il y a un spinning wheel kick parce que le gars, il fait genre une roue quand il te frappe, là. Ouais. Mais là, il est resté debout, là, son traditionnel coup en tournant d'X-Pac, là, qui est toujours très spectaculaire. Ce que tu faisais dans No Mercy quand tu faisais sur B longtemps, là, quand tu faisais un strike. Là. Wow! Oh là là. Hardy reprend le dessus ensuite, court, mais un autre spinning, cette fois un spinning heel kick en tombant de Pac. Et après ça, il va envoyer Hardy dans le coin, il va manquer son Bronco Buster. Jeff Hardy va être une maison de feu. Par la suite, Jeff va mettre Pac dans le coin, il va tenter de sauter par-dessus. Puis au même moment, il y a eu comme une confusion. Là, il a comme il l'a envoyé, puis il a essayé de sauter, puis les deux ont sauté en même temps, puis se sont cognés. Là, fait que, il y a comme eu un manque de communication flagrant dans ce combat, dans ce spot-là. Puis il y a eu un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la foule quand il se passe de quoi. Elle fait ça. Exact. Et après ça, ben, comme tu l'as montré, tu me l'as montré sur YouTube, ils ont essayé de faire le fameux spot avec le abdominal stretch où le heel tient la corde, puis c'était vraiment pas beau, là, pour vrai. Tu voyais qu'il n'y avait pas de coordination, puis Jack Dome a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour rendre ça crédible, mais après, tout de suite après la deuxième fois qu'il a touché la corde, il était allé le voir, puis il a dit hey, ça marche pas. Ils ont tenté le hip toss, puis même dans le hip toss, ils ont comme il a comme repogné, puis il l'a refait, puis ça fait ouais, ok, finalement, je pense que ça ne se donnera pas ce qu'on va là ce soir. Bref. Après ça, Jeff va renverser un pin, un crossbody. Il va faire un crossbody, en fait, de Jeff qui va renverser en pin par X-Pac 1-2 dégagement. Doigt dans les yeux. Après ça, il va faire un X-Factor. Il va compter 1, 2, 3. Donc, X-Pac remporte la victoire, mais non. Jeff a le pied dans les cordes. Mais Jack Doan le voit par la suite. Donc, il décide que le match va continuer. Brise mâchoire de Jeff sur Pac. Jeff va pousser Pac de la 3 pour le bloquer. Dans le fond, les deux montent sur la troisième corde. Il va le pousser en bas. Il va bloquer la souplesse. Il va faire un Swanton Bomb pour le 1, 2, 3. Et Jeff Hardy va conserver sa ceinture light heavyweight dans un combat qui était difficile. Il y a eu des beaux spots, mais quand tu connais la lutte, tu voyais que c'était difficile. Vraiment. Il y avait le spot de Jawbreaker que tu as dit, c'était nice parce que c'était X-Pac qui l'avait en position d'X-Factor. Puis en sautant dans les airs, l'autre le pogné en Jawbreaker. Ça, c'était vraiment nice comme contour. J'avais jamais vu ça avant. Puis je trouvais ça. C'est nice, pareil. J'ai marqué. Ça fait du sens parce que le Jawbreaker, il a déjà la tête basse habituellement quand il le fait. Fait que... puis en X-Factor, il saute dans les airs. Fait qu'en sautant dans les airs, il peut shifter son weight, pogner la tête puis descendre avec. Fait que... Puis c'est un mot que Jeff Hardy faisait. Fait que... Ouais, exact. C'est pas le pire combat que j'ai vu, mais en connaissant les deux lutteurs, ça aurait pu être vraiment meilleur. Là, t'attends en plus quand tu vois ça sur la feuille de run sheet. Là, fait que, je sais pas ce que t'en as pensé en général. Là. Ben, c'est comme toi. Là. C'était un bon match sans plus. Puis, j'étais un peu déçu, je m'attendais à mieux. Mais en même temps, c'était j'ai donné 2 et 3 quarts. Fait que c'est quand même pas pire pour un match que tu étais déçu. Ben oui, c'était bon pareil. C'était pas mauvais. Là. Ce match-là, s'il aurait tout cliqué, ça aurait été un 3,5 facile. Là. Fait que, non, pour vrai, j'ai 2 et 3 quarts. Puis, je m'attendais à plus, mais même encore là, 2 et 3 quarts, c'était un bon match quand même. Là. Moi, j'ai donné 2 et 1 quart seulement à ce match-là. Il y a une couple d'affaires qui m'ont trop gossé dans le combat. Puis, mais bon. Après ça, Tajiri et William Regal vont être dans le bureau du commissionnaire. On sait que Tajiri a fait ses débuts il n'y a pas longtemps comme assistant de William Regal dans les semaines précédentes. Je pense même que c'était la semaine d'avant à Raw, si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Austin va arriver. Austin arrive dans le bureau comme si de rien n'était. Il se sert, il prend le téléphone pour appeler Vince. Puis là, il dit Salut Vince, c'est Steve. Steve qui? Steve Austin.
C'est Boston. Stone Cold Steve Austin, le champion WWF. Ah, OK. Ça paraît vraiment qu'il n'y a personne debout de fil, puis c'est Austin qui fait son comique. Là. C'était écœurant pour vrai. Ouais. Là, il dit, t'as-tu entendu ça, la rumeur que Benoît et Jericho, s'ils gagnent le titre, ils vont s'en aller, comme avec la ceinture de la WCW. Puis là, Vince fait, non, je te crois pas. Puis là, il regarde Regal, il dit, il ne croit pas, dis donc, c'est vrai. Puis là, il passe le téléphone à Regal. Puis là, Regal, il dit, oui, c'est vrai, parce que Vince ne croyait pas. Puis après ça, il dit, repasse-moi le téléphone. Il reprend le téléphone, il dit, là, ça t'a emmené ici, puis je veux que tu arranges ça, là. Je t'attends, là, à soir. OK, Vince? Ouais. Tu t'en viens, là. OK, je te crois pas, il passe à Regal. Oui, M. McMahon, c'est vraiment vrai. Repasse-moi le téléphone. Ça aurait été malade que Regal fait. C'est William. William qui? William Regal. Ouais. Puis après ça, il parle à Tajiri. Ah, Tajiri, ça va? On retourne à DDP dans la première rangée où on voit d'autres footage de DDP sur l'écran quand il fait son arrivée à l'Arena. Après ça, DDP qui est un peu fâché, il s'en va à la table du timekeeper qui prend le micro puis qui call out Taker. Puis, c'est ça, puis on voit d'autres footage après ça de lui qui continue, puis il va se rassurer après. Puis, dans le fond, attends, c'est là qui. Ouais, c'est là qu'il arrive, dans le fond. Ouais, il prend le micro, c'est là il monte dans le ring, il call out. DDP stand dit ok, tu vas arrêter de me filmer, il va être m'affronter tout de suite, c'était game, mais make me famous, c'est le temps. Là. Ouais, exact. Et les lumières vont se fermer. Et Undertaker va faire son arrivée avec Sarah, qui va être là. Non, c'est vrai, elle arrive plus tard, c'est pas vrai. Undertaker arrive, il arrive, puis évidemment, gros brawl du début à. Tu sais, je veux dire, au début, là, il punch, là, il casse, il crisse une volée parce qu'évidemment, il a suivi sa famille et sa femme pendant longtemps. Fait que c'est Biker Taker, là, fait qu'il crisse une volée. Après ça. Un gars de WBF contre un gars de WCW, fait que c'est sûr que c'est WBF qui va avoir l'avantage. Ouais. Ça, on savait pas mal c'était quoi le endgame, même avant que ça commence. C'était un peu. Ça, c'est con, par exemple. Je trouvais ça stupide. C'est rendu là. T'as déjà gagné. Mais c'est ça, mais en même temps, si, mettons, t'amènes du monde de l'autre place, puis ils te pètent la gueule, t'es pas vraiment fort dans le fond, mais il faut juste que tu aies un juste milieu entre les deux aussi. C'est ça le but de tout. Là. Ouais. DDP va reprendre l'avantage pendant un bref moment avec un low blow. Puis j'aime toujours ça quand Taker mange un low blow. T'entends toujours oh! Il crie. Là. Ouais, il était écœurant pour vrai. Ouais. Puis ça n'a pas duré longtemps. Là. Taker va reprendre l'avantage assez rapidement avec des punches. Shocking. Il va le mettre dans le coin, il va le mitrailler à genoux, de coups de poing dans l'abdomen et dans les côtes. Sarah va maintenant faire. Ouais, ça aussi, tu l'entends pas mal fort. Là. Ouais, il fait tout le temps. Sarah qui va faire son arrivée avec. Je l'ai-tu, ça? Avec une ciné-caméra qui ressemble à ça. Là. Excuse-moi. Regarde, on a la même. C'est la même, ok. Tu l'as acheté online sur eBay. Okay. Ouais, exact. C'est dans ma collection de cette semaine. Fait que j'ai trouvé ça nice comme touch qu'elle filme DDP en train de manger une volée pendant que son mari il casse une volée. Puis on voit quelques footage de cette caméra-là sur l'écran géant après. Là. Fait que ça, j'ai fait comme nice touch pour vrai. Là. Tant qu'à faire une storyline comme ça, t'as fait jusqu'à la fin. Là. Après ça, coup de chaise de DDP sur Taker. Puis au moment où DDP va lui donner un deuxième coup de chaise à Taker, il va le charger en genre de spear takedown par-dessus la table des commentateurs. Un beau spot, là, c'est toujours, peu importe qui fait ça dans un match, que ce soit dans le temps aujourd'hui, quand c'est bien bumpé, je trouve que ça fait crédible. C'est un bon fight, puis je trouve que c'est un très beau spot. Ouais. Après ça, Page va le supplier. En remontant dans le ring, il va supplier Taker et va l'envoyer de nouveau avec un gros punch. DDP se sauve et Sarah, dans le fond, il va remonter dans le ring, il va faire un esti gros punch, il va retomber en bas du ring, il va s'en aller au bord de la barricade. Puis là ça, c'est une affaire que je n'ai pas vraiment aimé là, parce que Sarah va le suivre avec sa caméra dans la foule. Mais tu sais, à un moment donné, elle suit quand même un bout. Puis tu sais, je veux dire, pour vrai, t'es bien conne. Le gars, il peut juste te pogner et te frapper. Là. Pourquoi tu le suis, tu t'en vas à côté de lui? Reste à côté de ton mari. On a compris le point que tu voulais le filmer, maintenant, là, mais tu sais. T'as un zoom après ta caméra, là, rendu là. Je trouve ça stupide un peu.
Ben, sûrement les directives qu'elle a eues de Oui. Pritchard, whatever, mais non. En même temps, quand ça se fait pogner, Taker va le pogner l'autre tout de suite après, fait qu'il est correct. Là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même le risque qu'elle se fasse puncher puis lui s'en va. Tu sais, je veux dire, mettons Oh, là, oui, que c'est pas de c'est la sûr. lutte. Là. Non, c'est sûr. Mais... Fait que, bon, Sarah revient dans le ring, puis ben, ça finit de même. DDP se sauve, puis il n'y a pas vraiment de gagnant. Puis c'est ça. C'est un règlement de compte sans vraiment qu'il y a eu de match. Là. Dans le fond, peut-tu compter ça vraiment pour un match, ça, ou Non, c'est pas un match. Un segment, pas un c'est match techniquement, ça? une bataille, c'est un brawl. C'est juste pas un match. Là. Ouais, c'est même pas calculé dans les matchs de toute façon. Non, La carte. absolument pas. Ouais. Non. Fait que c'est ça. Et là, on est prête pour le match numéro 6. Kurt Angle contre Shane McMahon dans un Street Fight match. Puis ça, j'ai hâte d'avoir ton avis sur ce match-là. Parce que, attention, mesdames, messieurs, il y en a du détail dans ce combat-là. Puis c'est un match que tout le monde se souvient. Si on parle du King of the Ring 2001, c'est le premier match qui vient en tête de n'importe qui. Ah oui, de loin. Là. C'est très, très, très. En tout cas, je vais y aller avec le résumé pour en parler après. Évidemment, Angle est en furie contre Shane McMahon. C'était déjà pas l'amour fou entre les deux, mais là, il a fait perdre son King of the Ring, son back-to-back King of the Ring plus tôt dans la soirée. Fait que là, il est en crise. Il va malmener Shane dès le début avec des clotheslines très stiff. Puis ça, j'aime ça là, parce que, pour vrai, là, Shane, on dira ce qu'on voudra là, à la fin, quand il faisait ses matchs, puis de la façon qu'il se bouquait, là, mais Shane McMahon comme performeur de gars qui luttait 1 à 2 fois par année, là, 3 fois peut-être, là. Tabarnak qui se donne dans un combat, ça n'a aucun sens. Là. Pour vrai. Là. Ouais. Fait que clothesline stiff, back suplex, belly to belly. Même les belly to belly sont stiff, puis ça a l'air à faire mal. Là. Il va le déposer sur le tapis là, puis du ring. Là. Shane va ouvrir Kurt Angle avec un punch, si je me trompe pas. Là. Il a fait comme un genre de punch. C'est pas un kendo stick qu'il ouvre? Non, mais non, il n'y a pas d'objet au début. Là. Il y a pas... Quand que Angle saigne, il n'y a aucun objet sur le ring. Là. OK, même. Il n'y a pas un trash can lid ou un kendo stick? J'aurais juré qu'il y avait ça. Ils ne sont même pas encore arrivés dans le ring, ces objets-là. Là. Fait que... Okay. Bon, peut-être un punch. Ouais. Shane n'a pas des très beaux punchs. C'est sûr qu'il l'a pogné sur avec un vrai, ça c'est possible aussi. Là. Puis c'est l'œil qui a l'air à saigner, fait que ça se peut qu'il l'ait juste pogné à la bonne place puis, ou à mauvaise place. L'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière, comme on disait dans le temps. Ben, ça va rendre encore une autre. Tu t'en souviens pas de ça? Je ne me rappelle pas d'avoir jamais dit ça de ma vie. Ah, OK. Ben, c'est Dave. C'était avec Dave là-bas parce qu'on disait toujours direct dans la case sourcilière. Fait que oui, c'est avec Dave. Fait que là, évidemment, Angle, comme un Rocky, comme un méchant, quand il voit du sang dans les films de combat des années 90, il voit du sang, ça le rend fou. Fait qu'il va être encore plus stiff. Puis Angle, il va se moquer un peu de Shane. Là. Il va le prendre par la taille, il va l'amener au sol comme un lutteur olympique. Puis à un moment donné, il va même se mettre à quatre pattes. Puis dire à Shane, ah ouais, il est temps. Tu vas voir, montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis là, Shane, tu vois, Shane, il se prépare. OK, moi, comment je vais le faire? T'as un bon coup de pied dans les côtes. Ouais, après la première fois qu'il se fait dominer, il fait hey, tu vas me faire ça encore une fois, mon esti. Et voilà. Fait que ça, j'ai trouvé ça. Je veux dire, c'est logique, là. Le gars, c'est un champion olympique médaillé d'or. C'est sûr que tu ne vas pas jouer contre lui dans ce jeu-là. Là. Fait que c'est parfait. Après ça, Shane va envoyer Angle d'un corps, va faire son très beau flying elbow comme il faisait tout le temps, un de ses moves traditionnels. Ensuite, Shane va amener Kurt Angle en bas du ring, va le placer devant la table des commentateurs. Puis en fait, il va le frapper sur la ramp, puis ça va se diriger vers la table des commentateurs. Shane va aller un peu à la Jeff Hardy là, quand il marchait sur la rampe noire en arrière. Là. Il va aller en arrière de JR et de Paul Heyman, puis il va sauter par-dessus eux autres en genre de crossbody pour aller pogner Angle de côté. Très beau spot, puis j'ai aimé JR. Hey, il a volé par-dessus nous autres, Heyman! Ouais. Eh oui, hein? Ben, bravo. Tu l'as vu sur ton petit écran parce qu'il est en arrière de ta tête. Il est senti un coup de vent. Et après ça, ben, évidemment, des coups de kendo stick sur Angle. Là, puis j'ai toujours aimé comment Shane il faisait. Il faisait vraiment comme un joueur de baseball. Là. Il prenait sa position et il se lançait après. Là. Fait que, comme ça, là? Ouais, exact. Il avait ses coups bien à lui. Évidemment, il va s'échanger plusieurs coups. Angle va finir par bloquer un de ses coups de kendo stick puis il va y remettre la monnaie de sa pièce.
Après ça, ils vont sortir. Shane va sortir une pancarte de métal, un genre de stop ou un no parking, là, si on veut. Là. Ouais. Puis va Keep frapper out. Angle. Exact. Il va frapper Angle très solidement sur la tête avec la pancarte. Il va même faire son genre de flying elbow, mais juste avec la pancarte comme ça. Puis, mais Shane, quand des fois, il faisait ça avec la chaise souvent aussi. Là. Il jumpait dans les airs avec le coup de chaise, ça, c'était vraiment. C'était malade. C'était bien pensé. C'est beau, puis ça fait un beau bruit aussi en même temps. Fait que... Ah ouais. Ah ouais. Et après ça, Shane va me faire plaisir quand on écoute des vieux shows puis que dans le temps, ça nous faisait plaisir. Il va y aller d'un move de jeu vidéo. Il va faire un tornado DDT sur Kurt Angle bien exécuté. Donc, il y avait juste lui puis Rocky qui faisait ça. Donc, c'est le Rock que je pense qu'il avait fait en premier, par contre. Puis après ça, Shane, quand il était dans Corporate, il le faisait aussi après. Là, c'est ça. Je pense que quand ils sont tournés contre The Rock, il l'utilisait après pour l'écœurer. Ah, pour vrai? Ben, il me semble que c'est ça. OK. Et après ça, après les kendo sticks, Angle va donner quelques coups de kendo stick à Shane McMahon dans le ring, après qu'il ait bloqué les coups de pancarte de métal. Shane va répliquer avec ses beaux punches de boxe en dansant comme il fait d'habitude, puis son jeu de pied avec une bonne droite sur Kurt Angle qui va l'envoyer au tapis. Et après ça, il va aller à l'extérieur du ring, il va aller chercher les poubelles et les couverts de poubelles qui fait beaucoup de bruit, puis c'est beaucoup le fun. Je dis c'est le fun, mais ça peut ouvrir des têtes des fois. On a eu cette expérience-là, nous autres, dans notre temps. Ça, puis des tôles à biscuits, c'est le fun. Ah ouais, mais les bonnes tôles à biscuits, tu sais, là, ceux qui coûtaient pas cher, ils faisaient bien du bruit puis ils pétaient. Là. Une pièce de Dollarama, tu as un coup, puis c'était genre plié en deux. Ouais, mais ça balait toute la pièce du monde. Ben oui, c'est le fun. Après ça, bien évidemment, Shane, il va aller avec des coups de poubelle assez violents de Shane sur Angle. Il va placer la poubelle sur Kurt Angle, va monter sur le top rope. Puis là, je me souvenais pas, quand j'ai écouté le show, j'étais comme, qu'est-ce qu'il va faire? Il me semble, je n'étais pas sûr que c'était un elbow ou d'autre chose. Il va y aller d'un shooting star press. Angle va se tasser, mais la poubelle ne va pas complètement se tasser du chemin. Fait il va comme pogner le bout de la poubelle. Je ne sais pas s'il avait été blessé là-dessus ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas dû faire du bien pour vrai. Puis dans mes notes, c'est marqué que j'aime mieux le Shooting Star Press de Shane McMahon, celui que Billy Kidman faisait. Ben non, mais malade, toi. Non, il est plus beau, celui-là. Il est plus gracieux. Billy Kidman, il tombait tout croche 3 quarts du temps. Puis Shane était genre vraiment. Ouais, non, ben là, oui. wow. Ben oui. Hey, je m'excuse, là, mon petit gars, là, mais. Mon petit gars. Mais mes notes, mes choix. Après ça, évidemment, les deux sont un peu maganés. Ils vont rouler jusqu'à l'extérieur du ring. Angle va bardasser Shane jusqu'au décor. Il va l'envoyer dans les trucs de caméra aussi. Puis quand il l'envoie dans le truc du décor de caméra, là, genre, ça t'entend le POC. Pour vrai, ça rentre au poste puis solidement en plus de ça. Donc, fait que c'est ça. Il va le bardasser et il va faire une première belly-to-belly de l'extérieur dans la fenêtre de glace, qu'on ne savait pas qu'il était en glace jusqu'à temps que ça arrive. Évidemment, ça ne fracasse pas. Et bon, après ce qu'on a su aussi avec les différents podcasts puis les différentes choses qui sont sorties de ça, c'est que Shane insistait vraiment pour que Angle y refasse pour que ça pète vraiment. Il voulait vraiment avoir l'effet de la glace. Là. Fait que Angle l'a repogné, puis il a refait une deuxième belly-to-belly. Et là, la glace va fracasser et ils vont se retrouver à l'intérieur du décor où ce qu'il va avoir, évidemment, Shane va être busted open, puis Angle, lui, va en avoir partout sur le corps parce qu'évidemment, c'est de la vitre. CM Punk n'aurait pas été content à cette époque-là, puis Jack Perry aurait été heureux. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Rendu à l'intérieur, évidemment, il y a une deuxième, si vous voyez, là, la façon que le décor a été fait, il y a comme... il y a le signe où c'est marqué King of the Ring en blanc, puis il y a d'autres fenêtres qui suivent le décor. Il va faire une première belly-to-belly dedans, jusqu'en dehors, mais il n'y a tellement pas d'espace pour faire une belly-to-belly que Shane, comme, il retombe, mais quasiment sur le coup tout de suite après. Il n'y a pas de ça jump. Pète pas. Et voilà. Bon, Shane dit encore un goal, vas-y, on en fait une deuxième, il refait une deuxième, encore sur le coup, puis tu sais, la foule fait comme genre, oh shit. Puis là, la foule, one more time. Puis là, t'entends genre Jim Ross, il est comme genre, voyons donc, c'est quoi cette affaire? Tu sais, tu vois que Jim Ross est comme, ça n'a pas de sens, là. Faut que ça arrête, là. Tu sais, après, on est rendu à 4, là. 4 suplex, là. Puis il y en a une qui a pété.
Ça, c'est l'orgueil du performeur qui dit non, on va l'avoir. C'est comme pareil, comme mettons quand une table ne pète pas, puis il rentre 2-3 fois après, puis il a fini par casser. Là. C'est comme tu as le sentiment de ne pas faire ta job comme il faut si tu ne fais pas le spot comme tu es supposé de le faire comme prévu. Ouais. Exact. Et après ça, ben Shane va prendre, pas Shane, mais Angle va prendre Shane par la tête, puis il va le passer vraiment à travers la bite de même. Ouais. Donc là, ça va péter, puis tête première dans la bite. Là, je suis pas sûr que ça a fait aussi du bien pareil, même s'il n'a pas fait la belly to belly. Là, je pense que ça a fait quasiment plus mal que la belly to belly. Donc, fait que Shane, ils vont tranquillement rouler vers le ring, très magané, des spots là, qui ne fait aucun sens selon moi. Là. Il va le ramener dans le ring. En fait, c'est pas vrai. Il va prendre un genre de bac de caméra. Il va le mettre dessus. Les grosses roulettes, là, les bacs à roulettes, puis il va le ramener dans le ring ensanglanté. Il va le rouler, il va le compter pour le 1, 2. Et non, Shane McMahon dégage, mesdames, messieurs. Ça n'a aucun calice de sens. Tu veux le lendemain de veille, hein? On va sur YouTube. Ça n'a aucun sens pour vrai. Là. Ouais. Shane, en fait, Kurt va prendre une poubelle pendant que Shane est à genoux. Il va essayer de donner le coup de grâce final, mais non. Shane, out of nowhere, va survivre. Il va donner un low blow en jumpant pour essayer d'éviter la fin du combat. Et il va pogner un couvert de poubelle et puis il va commencer à fesser sur Kurt Angle de toutes ses forces pour essayer de remonter. Puis tu vois qu'il joue bien. Là, il perd l'équilibre puis il le frappe en même temps. Puis il est groggy. Ouais. Puis pour savoir aussi que les deux ont eu des commotions dans ce combat-là. Là, donc, shocking. Ouais, exact. Shane, je ne suis pas étonné. Angle. Non, Shane surtout, là. C'est le plus Shane, évident des deux, mais Kurt, souvent, ça y arrivait. C'est pour ça qu'éventuellement, il va avoir beaucoup de problèmes avec les somas puis les painkillers. Ouais. Après ça, Shane va faire un angle slam à Kurt Angle. Il va le couvrir 1, 2 et c'est au tour de Kurt de dégager cette fois-là. Donc, les deux ne veulent pas céder un pouce à l'autre. Tout un match jusqu'à maintenant. Shane va être propulsé sur le top rope comment ça s'appelle ça? En slingshot? En slingshot, sur le top rope. Coup de la fronde. Coup de la fronde, exactement. Angle va aller chercher une planche de bois. Il va frapper à coup de planche de bois dans le dos de Shane, puis tu l'entends, là, il n'est pas doux. Là. Ouais. Non, puis après ça, il va installer ça, c'est un spot ça aussi que ça nous avait marqué dans le temps. Là. Il va installer la planche sur les deux cordes et il va faire un angle slam du top dans le fond. On le voit sur YouTube. Angle a les deux pieds sur la planche qui tient entre les deux top rope. Angle slam du top. Va aller vers Shane McMahon. 1, 2 et 3. Kurt Angle remporte le combat finalement. C'est fou. Ouais. C'est fou pareil que la planche a resté de mode pour le spot, là, parce qu'il aurait pu facilement soit casser ou bien genre glisser puis il se pète la tête les deux. Là. 25 minutes 58, puis je vous jure que ça paraît pas pour ça. Non, vraiment pas. Tu t'ennuies pas dans ce combat-là. Là. C'est un match exceptionnel selon moi. Ouais, c'est un combat de fou. Là, pour vrai, faut donner le crédit à Shane McMahon là, qui a suivi Kurt Angle de peu importe ce qu'il faisait, puis vice-versa aussi. Là. Mais pour vrai, puis je vais le dire, là, Shane McMahon, à Star, on parle. À Star, il y a Logan Paul qui est, oui, régulier. C'est un lutteur sur le main roster plus, mais je dirais que lui et Shane, c'est vraiment les deux meilleurs non-lutteurs ever. Là. C'est genre à pas être genre lutteur est défini. Là, sûr que Logan Paul en ce moment il l'est plus, mais dans ses débuts, genre il faisait des matchs de fou puis il luttait une fois de temps en temps. Là. Puis c'était pas un gars du roster en tant que tel. Mais c'est pas mal les deux meilleurs lutteurs non-lutteurs conventionnels, à mon avis, de all time. Puis Shane, comme Logan Paul, Shane n'avait pas affaire à être aussi bon que ça, sans vraiment gros training. Là, puis c'était pas un vétéran. Fait que pour vrai, chapeau. Ouais, je sais pas par contre si je suis d'accord avec ton affirmation, 100%, là, mais je sais pas si Logan Paul prendrait les mêmes bombes que Shane McMahon, par contre. Je pense que oui. Ouais? Ben, il fait le beau drop sur la table comme Shane McMahon. Il fait des affaires dans ce style-là. Là. OK. Hâte de voir un jour si, mettons, il va jumper c'est juste quelque chose. Hein. Ouais, c'est juste qu'aujourd'hui, si mettons le spot avec l'entrée qui casse pas, ben, je pense qu'aujourd'hui, il aurait fait fuck off parce qu'ils ont plus de restrictions avec les commotions et tout ça. Puis qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui. Là. Mais je pense que Logan Paul, tu mets dans cette époque-là, il ferait pareil comme Shane, je suis pas mal sûr. Là, j'ai une question parce que, évidemment, on a couvert 2 King of the Ring cette année.
98 puis 2001, puis c'était notre dernier podcast. Quel est le meilleur combat entre Taker, Mankind, LNSL ou Angle, Shane McMahon, Street Fight? Ben, combat, c'est Street Fight, là, c'est sûr. C'est pas proche. Là. Puis c'est quoi la note que tu as donnée? Ben, le pire, c'est je me rappelle pas où j'ai donné à King of the Ring 98 pour le LNSL. Je sais pas si dans mes notes, je peux le trouver. Ouais, tu as donné 4 et un quart. Ou non, tu as donné 4, excuse. 4. 4,5, j'avais donné, non? Non. Tu as donné 4 ou 4 et un quart, c'est sûr que oui. Mais en même temps, j'ai donné là, ce match-là, mais c'était pas vraiment pour le match, c'était pour l'ensemble avec les gros spots. Là. J'avais dit que le match était genre un 2,5-3 max, mais là, avec les spots, ça montait à ce montant-là. Mais non, j'ai donné à ce match-là 4,15 sur 5. OK. Moi, j'ai donné 4,5 sur 5. Ouais. Pour moi, c'est un match exceptionnel. Un match qui n'a pas de longueur malgré les spots. Un match que Shane McMahon ne doit pas être aussi bon puis aussi tough. Puis Kurt Angle, puis la réaction de la foule, il y a eu même un standing ovation à la fin, Shane. Ouais. Quand Angle s'en va. Là. Fait que non, pour moi, c'est un 4,5. Puis imagine si Shane était meilleur lutteur, je pense que tu aurais pu aller chercher un 5 facile. Là. Même aujourd'hui, ce combat-là, ça serait un Match of the Year candidate facile. Ben oui, c'est un match qui vieillit super bien et qui se regarde encore même 24 ans plus tard. Là. Fait que c'est vraiment un très bon match. Vraiment un excellent match. Ouais. Parfait. Sinon, après ça, bien évidemment, on arrive à la fin du pay-per-view. Austin qui cherche encore Vince, puis il y a quelqu'un qui vient le chercher pour dire « Hey, Austin, ton match, c'est le prochain. » Puis là, il va prendre Broken Brawler. De quoi? C'est Broken Brawler qui vient le chercher. Qui vient le chercher, qui était au 80s Wrestling Con en fin de semaine. Ouais. Donc, bien cherché, puis il dit ton match est next, puis là, il va dire au petit agent de sécurité tout naïf qui a l'air d'un petit comédien des années 90 dans des films. Il va dire. Rick Moranis. Exactement, t'as trouvé le gars que je cherchais. Puis il va dire hey, quand Vince arrive, dit qu'il vient de me rejoindre, qu'il me trouve, là, c'est bien important. Okay. Yes, sir, Mr. Austin. Yes, sir, Mr. Austin. No problem, Mr. Austin. Après ça, ensuite, quand ça va, il le regarde. Donc, évidemment, le prochain match est pour le championnat WWF le championnat WWF de la WWF, ça fait du sens. Et, la grosse storyline aussi, c'est que, évidemment, le Two-Man Power Trip, la rivalité contre Jericho puis Benoit, les semaines précédentes, il y a eu, évidemment, les Tag Team Titles qui étaient en jeu. Après ça, tu avais Austin Triple H qui avait les Tag Team Titles, la World Heavyweight et l'Intercontinental. Triple H avait perdu l'Intercontinental. Si je me souviens bien, c'était pas contre Spike ou contre Kane? Contre Kane, hein? Il a perdu un match contre Spike, mais c'est contre Kane qui a perdu la belt. Hein? Intercontinental, c'est qui champion intercontinental dans le show-là? Je pense que c'est Kane. Ben, d'abord, c'est Triple H qui avait perdu contre Kane, d'abord. Ah, c'est ça que je te dis. C'est Kane qui a battu Triple H pour l'Intercontinental. Ouais. Mais aussi, il n'y avait pas eu un mini-run avec Jeff Hardy aussi qui avait battu Triple H, puis tu vois, j'avais battu le road après. Genre. Ouais, il avait comme. Je pense il avait comme échangé son titre une ou deux fois. Là. Ouais. Puis évidemment, dans le fond, la storyline aussi, c'est que quand Triple H s'est blessé, Austin qui a blâmé Triple H pour l'avoir laissé tomber. Puis il a dit qu'anyway, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de Triple H pour battre Benoit puis Jericho. Il est capable de les battre tout seul. Fait que. Puis là, dans le fond, la grosse affaire, c'est que Linda McMahon qui revient puis qui dit que à King of the Ring, le main event de King of the Ring, ça va être Austin contre Benoit contre Jericho pour le titre WWF en jeu. Puis il y avait un combat, je pense que c'était le SmackDown d'avant, qui c'était à Edmonton où Austin s'est battu contre Benoit pour le titre WWF la semaine d'avant. Puis que le match était super serré. À un moment donné, on pensait même que Benoit allait gagner. C'était pas Vince le ref à un moment donné dans ce match-là? Je sais pas si c'était Vince le ref, ça se peut-tu? Il me semble que oui. Ouais, ça fait du sens, ouais. Parce que Benoit avait Austin dans le crossface. Ouais. Puis Jericho avait Vince dans le Walls of Jericho, puis les deux tapaient en même temps, je pense. C'est là que Linda est arrivée pour annoncer le match après, je pense, hein, c'est ça? Je pense arrivé sûrement dans ce show-là, mais un petit peu avant, seulement backstage, j'imagine, mais pas pendant ce segment-là que je parle. Non, c'est arrivé sur le ring, ça, par exemple. Elle était dans l'entrée quand elle l'a annoncé. Peut-être au Raw d'avant, peut-être, c'est possible. Possible, mais oui, puis je me souviens, quand je regardais le résumé de la storyline un peu dans le vidéo package, là, que
Je me souviens de ce combat de Benoît-là contre Austin parce que c'est un combat que on se dit, bah, c'est sûr qu'il ne perdra pas mal le pay-per-view, mais dans le match, pour vrai, ils ont bien monté le match. Puis avec Vince qui était là, à un moment donné, on s'est dit, oh, Benoît va se gagner à la belt. Finalement, non, c'est pas arrivé. Fait que dans le fond, la façon que ça va jouer, ben, je vais le dire, là, le prochain match, ça va être Austin contre Jericho contre Benoît pour le World Title à King of the Ring. C'est le main event de la soirée. Et en début de match, ça va être un peu ça le truc du match, c'est que Jericho puis Benoît vont, vu qu'ils étaient déjà un peu un tag team ensemble, vont teamer contre Austin pour essayer de donner une volée puis que le meilleur gagne. Mais évidemment, comme que ça arrive toujours dans un three-way, que ce soit 2 heels contre un face ou 2 face contre un heel, à un moment donné, il faut que tu aies un pin, puis c'est pour la grosse belt en plus. Fait que c'est clair que l'autre ne laissera pas gagner l'autre. Non, c'est ça. Fait qu'on est prêt pour le main event. Comme je disais, Jericho et Benoît, il ne laissera même pas le temps à Austin d'entrer dans le ring parce que lui, il regarde en arrière voir si Vince arrive pendant son entrée. Ça, c'est drôle aussi. Là. Il est comme. Ouais. Il arrive, puis là, il regarde, puis Vince, c'est ça, il se revient Hey, d'abord. vous deux, mes tabarnouches, je vais vous accompagner en 2 secondes, mais attends, avant, il faut que j'aille voir si Vince y arrive. Fait que les deux débarquent du ring, commencent à le frapper, puis là, on est vraiment dans l'optique du bon vieux main event de l'Attitude Heroes, qu'ils vont se battre dans la foule. La cloche n'est pas sonnée encore. Fait que Benoît Jericho amène Austin dans la foule. À un moment donné, Austin qui va prendre le dessus, va frapper Jericho. Benoît va le ramener dans le ring. Fait que là, ils vont comme faire le petit tour, là, la fameuse ovale pour revenir dans le ring, comme ils font toujours dans tous ce genre de spots-là. Et double team sur Austin. Après ça, ils vont ramener Austin dans le ring. Ils vont lui faire des atimis que. Tabarnak. Écoutez ça, là, si vous avez la chance d'écouter ce combat-là, ça rentre au poste. Benoît, on connaît ses atimis, là, mais Jericho donne pas sa place aussi. Là. Puis Austin en mange genre 4-5 de suite par les deux. Là, puis je pense que maintenant, il a fait comme OK, c'est ça. Je pense que ça va faire. Là. Et Benoît va briser le premier pin tenté par Jericho dans un move anodin. Puis c'est là que Jericho va regarder, puis le Benoît va faire voyons, marche pas. Puis Austin, bien évidemment, va en profiter pour prendre l'avantage du combat. Parce que les deux égaux, évidemment, n'allaient pas laisser un gagner l'autre. C'était évident. Austin évite même un spinning heel kick de Jericho. En se penchant, il va attraper Benoît. Donc, on voit que la discorde commence déjà le momentum de la chicane entre les deux commence à monter. C'est ce qui va faire un très bon three-way match down the line. Benoît va briser un Walls of Jericho et va l'envoyer dans le coin que Austin, lui, il avait enlevé le coin pendant que Jericho et Benoît étaient en train de se chamoyer ensemble. Ben, par contre, quand il l'envoie dans le coin, là, ça, c'est un peu poche comme spot parce que tu vois qu'il le pousse dans le coin. Jericho, il trébuche, puis après ça, il va chercher le coin, puis il se met vraiment la tête dedans. Là. C'était pas un super beau spot. Oui, excusez. C'était pas top. C'était pas top, comme ils disent. Et après ça, bien évidemment, Jericho va tomber à l'extérieur du ring. Jericho, Benoît et Austin seront les seuls pendant un bon moment à se faire. Il ne se passera pas grand-chose pendant ce temps-là. Là. Ça va être plus à qui mieux sur le ring. Ils vont s'échanger l'avantage. Benoît va renverser éventuellement le stunner et il va le pousser sur Earl Hebner. Et quand Austin va se tourner de bord, Benoît va faire un stunner à Steve Austin. Et j'ai trouvé que après ce spot-là, Hebner s'est relevé quand même assez vite pour faire le compte. Oui, il a compté 1, 2, puis il a dégagé, mais pour un gars qui s'est fait pousser quand même assez solide, puis habituellement un arbitre, ça reste à terre longtemps. Là. Ouais. Puis j'ai aimé le stunner. C'était plus un diamond cutter qu'un stunner, mais c'était nice pareil. En même temps, c'est quand tu voles un move à quelqu'un, t'es pas censé le faire mieux que l'autre personne qui le fait comme c'est son finisher. Fait que c'est correct. C'est une bonne tâche de faire ça moins beau que l'autre. C'est plus crédible, t'as raison. C'est ça. Benoît va en profiter pendant qu'Hebner est encore un peu sonné et qu'il reprend ses esprits. Il va aller chercher la ceinture d'Austin et va frapper Austin en plein visage. Va lancer la belt à l'extérieur. Va recouvrir Austin pour le compte de 1, 2. Mais Jericho va venir briser le pin à ce moment-là. Donc, va sauver le combat de championnat. Superplex de Austin à Jericho, éventuellement dans un coin. Après ça, il va le relever, il va le monter dans l'autre coin, il va faire une deuxième superplex. Et là, Jim Ross qui dit j'ai jamais vu 2 superplex dans le même match, dans le même show. Non, dans le même match, c'est incroyable. C'est vrai, là, pour vrai, déjà manger une superplex, ça doit pas être cool, mais en manger 2 back-to-back.
Il n'y a pas un gars, un match ou une affaire qui est arrivé qui a fait les 4 coins à 4 superplex. Je suis sûr que oui. Ça me dit quelque chose. Je sais pas quel match, mais Ben, je suis sûr que oui. moi, j'ai l'impression que Eddie contre JBL, c'est arrivé. Oh, peut-être, ça se peut. C'est Ça possible. fait du sens, hein? Ouais, ça a du sens. Faudrait Mais que je le j'aurais revoie, juré, mais... j'aurais juré je suis pas mal sûr qu'il y a un match au moins une fois qui était. En tout cas, qui ont fait au moins 3 coins, peut-être qu'au 4e, le gars l'a bloqué pour faire d'autres choses parce que ça fait 3 fois qu'il se le fait faire. Mais j'aurais juré que j'ai déjà vu ça m'amener quelque part. Et après ça, ben, il va tenter. Austin va repogner Jericho, va le remettre sur le coin, il va tenter une 3e superplex dans le 3e coin. Là, Benoit va intervenir, il va faire une série de 5 German suplex, il va tenter une 6e et Austin va lui donner un coup de pied par en arrière pour faire un low blow. Évidemment, c'est un match three-way, donc il n'y a pas de disqualification dans un combat triple menace. Les 3 hommes vont être à terre en même temps. Et Jericho et Benoit vont avoir la même idée. Dans le fond, un Walls of Jericho sur Austin et un crossface sur Austin. Et là, Steve Austin va taper pour la 2e fois parce qu'il avait déjà tapé sur cette manœuvre-là dans la semaine précédente ou la semaine d'avant, en fait. Et Earl Hebner va dire que non, le match ne peut pas se gagner. Il ne peut pas avoir 2 gagnants. Il peut juste avoir un World Heavyweight Champion. Puis ça j'étais curieux parce que quand j'ai vu ça, je me souvenais pas de ce spot-là, mais quand j'ai vu ça, t'en penses quoi, toi, que je comprends qu'il faut juste que tu aies un champion, mais s'il tape, techniquement, il devrait être les 2 champions, non? Ouais, mais c'est parce que tu sais pas, il tape pourquoi. Il tape-tu à cause des 2? Il tape-tu à cause du Jericho? Il tape-tu à cause du crossface? Moi, la façon que je le vois, c'est que. Ben, la façon que je le vois, si, mettons, Jericho fait le Walls of Jericho, puis il tape pas, puis l'autre, il arrive, fait le crossface, puis il tape. C'est ça, mais en même temps, c'est Jericho qui a genre commencé la soumission. Fait que, tu sais, c'est dur à caler. Là. Moi, je callerais vraiment genre, il tape pourquoi en bout de ligne. Tu sais, Jericho, il aurait peut-être pas tapé, mais avec le crossface de plus, ça fait qu'il tape. Fait que tu peux donner ça aux 2, dans le fond. Là, ça dépend de l'habit. Des fois, il change. Ouais, les règlements sont. Ça dépend du narratif que tu vas avoir dans ton match. Là, ouais, comme ça les annonce. C'est déjà arrivé les double pins, puis que les 2 gagnent le match, puis Jericho, China, puis aussi, je pense que c'est China, puis Triple H, je sais pas trop. Là. C'est déjà arrivé. Mais toi, si tu as le crayon, tu fais un double champion, puis tu règles ça dans un match, mettons, d'échelle après, ou tu sais, mettons, là, je te dis, là, c'est toi qui décides. Ben non, c'est correct. Le match, tu fais le match, puis tout. Je trouve ça correct, qu'est-ce qu'ils ont fait là. Ben ouais. OK. Crossface de Benoit après ça, que Jericho va courir sur Benoit, va l'attraper en crossface dans un très beau spot. Là. Je trouve que en courant, c'est toujours cool quand il l'attrape avec le bras et qu'il réussit à le placer correctement. Là. Après ça, évidemment, il va renverser le crossface en Walls of Jericho, mais sans succès. Benoit va faire une snap suplex et Austin va se faire intercepter avec. Il va essayer de monter dans le fond dans le ring avec la chaise, mais baseball slide de Chris Benoit sur Austin qui se retrouve encore à l'extérieur du ring. Et au même moment, qui arrive, mon cher TJ? Et oui, la première apparition d'une vraie star de la WCW, enfin. Booker T qui arrive et vient attaquer Austin. Il va faire un super beau scissors kick avant de faire une genre de back suplex sur la table des commentateurs par la suite en le laissant tomber sur la table comme une poche de patate. Il a glissé sur la table, c'est malade. Ouais. C'était vraiment nice. Et après ça, évidemment, il va repartir dans la foule et, en faisant des signes de peace, en voulant dire, tiens, mon ami Austin. Puis évidemment, ça, c'est la storyline qui va s'ensuivre avec dans l'épicerie par la suite, puis tous ces beaux moments-là. Un petit peu plus tard, là, mais oui, ça s'en vient. C'est ça qui a déclenché la storyline. Ouais, mais évidemment. C'est après, c'était genre fin décembre de la même année. Ouais. Série de German, Chris Benoit sur Jericho, qui renverse éventuellement en pin. Et en renversant en pin, il pogne ses jambes et il le renverse en Walls of Jericho. Mais ensuite, Benoit va attraper la corde. Fait que là, on a appris qu'il y a des rope breaks aussi. Fait que no DQ, rope break, là, let's go les règles, c'est comme ça nous tente. Le fameux Bulldog de Jericho, un petit peu plus tard par la suite, sur Benoit, suivi du Lion Soul qui était so-so. Il était loin pas mal pour le pogner. 1, 2, est-ce qu'on a un nouveau champion? Non. Dégagement. Malheureusement, Jericho ne deviendra pas champion tout de suite. Benoit et Jericho
s'en va après ça en bas en même temps avec un genre de crossbody. Là. Ils courent un sur l'autre, puis les deux déboulent en bas du ring. Ça a cogné quand même dur sur le tablier du ring, la partie la plus dure du ring, mon cher TJ, je tiens à le préciser. Jericho va frapper Austin avec un bout de table. Austin il est vraiment genre assommé en bas, puis il pogne juste la table des commentateurs, puis il va le frapper dans le dos, puis Austin ne réagit quasiment pas, il fait juste genre. Ouais. Il est déjà. C'est un morceau de plastique. Là. Il est déjà knock-out de toute façon. Moonsault de Jericho sur Austin après ça quand il l'a monté dans le ring, mais Benoît l'enlève du compte et frappe Jericho, va monter sur le top rope à son tour pour faire un diving headbutt. Voyons, moi je l'aime ça. Diving headbutt. Et dans le fond, Jericho va tirer l'arbitre en dehors du ring et après ça, back suplex de la troisième corde de Benoît sur Jericho. Très beau spot et très dangereux. Et dans une fin très flat, Austin va juste ramper jusqu'à Benoît. Va le compter 1, 2 et 3 et le combat finit là-dessus. Ouais. On n'a pas parlé de ça tantôt, mais il y a un spot que je voulais qu'on parle. Ce coup de chair shot-là. Ouais. Oui. Tabarnak de calice de sti. Ça fait. J'ai fait aïe, donc. Je l'ai regardé 2 fois, là, ce spot-là, back-à-back, puis à tous les fois, genre, je grinçais des dents. C'était pas. Non, c'est pas. Non, vraiment pas. C'est pas friendly, là. Non, pas tout. Vraiment un chair shot super fucking stiff. En même temps, check qui le donne le coup de chaise. C'est sûr que c'est pas le gars. C'est pas. En tout cas, on n'ira pas dans ce sujet-là. Là. Mais disons que c'est pas un enfant de cœur. On parle pas du tag team. Hein. Non, exactement. Puis tu dis ça, mais lui avec, il en mangeait des solides, là, puis qu'il mettait juste. Oui, absolument, là, c'est sûr, mais il recevait ça comme qu'il voulait donner. Fait que, et puis vice-versa. C'est ce qui arrive. Et c'est une fin flat, mais si je me trompe pas dans ce combat-là, Benoît s'avait blessé. C'est une fin flat parce que sur le back suplex, il est tombé sur le coup. Puis il avait manqué beaucoup de temps après ça, puis il est tombé l'année d'après. Là. C'est pour ça que la fin était comme ça. Parce que je pense que Austin devait gagner pareil, là, peut-être après d'autres choses. Là. Mais non, il était vraiment blessé gravement. Puis ce spot-là, puis le spot aussi de Shane avec Kurt Angle avec la suplex qui tombe sur le coup, ben, c'est des séquences qu'ils ont pris pour l'affaire Don't Try Us at Home. Je pensais que I thought Shane was knocked out, puis I think I broke my tailbone, l'affaire de même. C'était l'affaire de Benoît puis de Shane. Là. Fait que non, oui, c'est une vraie blessure que malheureusement Benoît a subie. Qu'il manque beaucoup de temps pour après. Fait que c'est pour ça que la fin était un peu flat. Mais bon, c'est chose qui arrive. Des fois, il faut que tu calls un audible s'il y a un gros blessé. Fait que, surtout si en bout de ligne, ça ne change rien au gagnant. Là. C'est sûr que si, mettons, il devait gagner à belt, c'est un peu chiant pour lui. Là. Mais il ne devait pas gagner à belt. Puis c'était Austin qui gardait à belt. Fait que, no matter what, c'est correct. Tu sais, là, je vais te dire quelque chose. Puis c'est facile à dire parce que dans un match, ça va vite. Puis des fois, il faut que tu réagisses rapidement. Là. Mais tu sais, il aurait pu juste pousser Benoît. Repogner Jericho, faire un stunner, puis ça aurait fini là. Ouais, mais. Ou piner Jericho parce que c'est lui qui a mangé la suplex. Là. Ouais, mais des fois, sur le moment, tu y penses pas. Là. Tu veux juste te sortir de là au plus crisp, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Puis il y avait beaucoup d'actions, puis tu voyais aussi que la foule a fait comme genre, oh, OK. Puis tu sais, le match était bon. Là. Le match c'était un bon match. C'était un solide main event, mais puis il y a juste un moment donné, par exemple, pendant le combat, à un moment donné, tu vois que Jericho et Austin ils ont de la misère à se comprendre, puis tu les vois parler un peu, là, puis là, ils sont comme, mais on va vouloir dire, c'est le même, c'est le même. Mais bon, ça arrive c'est pas John Cena. Là. John Cena, on l'aurait entendu. Mais... Bref, fait que non, c'est un solide main event. Moi, c'est un main event que je me souvenais du temps. C'est un main event qui m'avait marqué à l'époque, puis je parle même pas pour Booker T. Évidemment, je me souvenais de la blessure, mais aussi, j'avais aimé ce combat-là. Peut-être un peu moins, quand je l'ai regardé, je l'ai peut-être un peu moins aimé que je pensais que je l'aimais. Mais somme toute, c'est un solide main event. J'ai trouvé que c'est un main event très solide, mais j'ai trouvé ça un peu slow par bout souvent. C'est ça que t'as fait baisser un peu. Là. Ça, puis évidemment, même si c'est pas leur faute, le finish était flat un peu, fait que ça baisse quand même un petit brin. Mais sinon, pour vrai, c'est un bon main event. Fait que j'ai donné 3 et 3/4 sur 5. Ah, OK. Tu donnais exactement la même note que moi. Fait que... Ouais, 3 et 3/4 aussi. Je pensais que j'avais donné un petit peu trop, mais non, c'est correct. Non, c'est fair. L'action était bonne. J'ai juste trouvé ça un peu slow, puis le finish était un peu out of nowhere.
malgré le fait que c'est une blessure, puis on comprend tout ça, on comprend la game. Là. Mais il reste que j'ai donné ça parce que je trouvais ça que c'était fair dans les circonstances. Tu voyais qu'Austin n'était pas son meilleur non plus. Il n'était pas 100%, là, ça paraissait. Ben ouais, mais c'est sûr, il attendait Vince. Il était préoccupé par d'autres Non, choses. mais je parle. Sa vraie forme physique, je parlais. Je sais. Je sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Là, on est rendu évidemment au note du show puis au match of the night, mon cher TJ. Donc, je vais te laisser commencer pour le match of the night, on sait c'est quoi. Là. C'est Shane contre Angle. Ouais, pour les deux, c'est ça. Ouais. Évidemment. Puis dans mes notes, là, c'est marqué pire match, mais je vais changer ça pour le match le moins bon. Fait que c'est parce que pire match, je trouve que c'est une connotation genre c'était pas bon pantoute. Là. Mais je veux dire, le match le moins bon de la soirée, moi j'avais mis Angle contre Christian. Oh, je suis pas d'accord. Je vais mettre Jeff Hardy contre X-Pac. Ouais, moi j'avais donné 2,5 à. Ben, j'ai donné 2,5 à Christian contre Angle, puis j'ai donné 2,75 pour Jeff Hardy contre X-Pac. Fait que c'est pas une grande différence, mais malheureusement, mon choix c'est ça. Fait que Angle contre Christian pour moi, puis toi t'as dit X-Pac contre Jeff Hardy. Ouais. Jeff Harvey. Exactement. Là où on est rendu à la note du show, là, je pense qu'on va être un peu différent, j'ai l'impression. Mais je te laisse commencer. Tu veux qu'on dise en même temps? Non. Parce qu'on n'aura pas la même note. Je dirais qu'on a la même note, ça serait vraiment drôle. Non, je pense pas. Je vais donner à King of the Ring 2001 la note de 7,5 sur 10. Oh, t'as la même note. Je savais, c'était sûr certain, je le garantis. J'aurais juré n'importe quoi que c'était ça. Si, je savais. On n'aura pas la même note. Fatigant. Et voilà. Well? C'est ça qui arrive c'est ça qui se passe dans l'Ouest. Fait qu'il est rendu où, le King of the Ring 2001? Ben là, je pense qu'il a retrouvé dans l'air de nous autres, on ne le voit plus. Fait que voilà, c'est ce qui conclut King of the Ring 2001, le review. Puis comme on a dit tantôt au début du podcast, ben il nous reste 2 à couvrir, 95 et 97. Puis ça a été plus long que je pensais, finalement. Tabarouette, quand même. Hein? Habituellement, je me souviens au début, je te disais tout le temps que tu étais trop long dans tes rétros, mais finalement. Ouais. Puis finalement, je pense que j'aurais pas le temps d'écouter 4 heures de Dynamite, je pense, après ça. Fuck that, le moment donné. Ben, c'est parce que je vais me faire spoiler, ça me tente pas. M'écouter la moitié. Là. Non. Les matchs importants. Là. Ben, c'est ça que j'allais faire aussi, là, oui. T'écouteras le reste vendredi dans la chambre d'hôtel quand je vais dormir. Là. Ben non, je vais faire d'autres choses. Yark. Ben là, pas dans ce sens-là. Ah, je vais faire d'autres choses. Non, ça va être vendredi à des home news. Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Là? C'est pas. En tout cas. OK. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, par exemple? Ça, on va vous le dire tout de suite. C'est quoi? La biographie de nul autre que Jim Cornette, le préféré de tous. Salut Maxime Champagne. Oui, j'ai des grosses chaussures à. Salut Dave Gould aussi. Des grosses chaussures à chausser parce que Jim Cornette, le préféré de tous, Alfredo, Dave, Maxime Champagne et moi-même. Il y a 4 fans au moins, c'est ça. Faut-tu que je le fasse dans même tout le long? Là? Ben là, non, là, calme-toi. Ben, peut-être. Tu vas taper ses nerfs après 5 minutes, là, oublie ça. Là. Tu penses? Ben oui, absolument. À travers la table, la semaine prochaine, évidemment, c'est notre dernier live avant les vacances estivales. Donc, un bon 2 mois de pas de live pendant du temps. Évidemment, on va avoir du contenu sur notre chaîne. La semaine prochaine, ce mardi, évidemment, on aura 2 entrevues. En fait, on va en avoir 3, mais 2 que je peux vous confirmer. La 3e, je ne veux pas la confirmer parce que c'est ça. Fait que, évidemment, on va avoir... Ça va dépendre s'il y a du temps après avoir booké NXT. Là. On va voir, là, on va y parler. Ouais, c'est ça. Ça va être NWC, le Massacre de la Saint-Jean, que tu vas faire partie d'ailleurs. Donc, il va y avoir Sweet Cherry qui va venir nous parler du Massacre de la Saint-Jean. Donc, vous allez pouvoir discuter des storylines en plus. Fait que c'est intéressant. Et, évidemment, il va y avoir Mathis Meir qui va venir nous parler de Au sommet de la lutte, qui va se passer du côté de Hawkesbury, où je vais être présent sur place. Fait que c'est ça. On sépare la clique. Et je ne vous donne pas le nom le troisième invité, mais cette même semaine-là, le vendredi, il y a IWS qui a son show à l'Olympia. Donc, c'est ça. D'accord. Clin d'œil. Quelqu'un de la IWS qui va être là. C'est juste ça, je vous dis. Fort probable, hein? C'est ce qui arrive dans ce temps-là. Exact. All right. Il est tard, je vais me coucher. Fait que, merci, Marco. Merci, TJ.
fait plaisir. Fait que, on se voit la semaine prochaine pour Jim Cornette et à travers la table. Mais d'ici là, n'oubliez pas la maison, c'est important. Arriba!